Bonjour et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est un témoignage brut, sans montage, dans lequel des personnes ayant fait une psychanalyse racontent leur toute dernière séance et comment la psychanalyse a changé leur vie. Moi, c'est Guillaume. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans sur le divan et ce podcast, c'est ma façon de questionner et d'approfondir mon propre chemin d'analysant. Et pourquoi pas, par un heureux ricochet, vous inspirez vous, chères auditrices et auditeurs, vous aider à cheminer. Alors si vous aimez ces épisodes et vous voulez que ça continue, vous avez une façon très simple de m'aider. Mettez tout de suite 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un j'aime sur YouTube. L'algorithme se mettra alors à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aidera à trouver les prochains témoignages. Je vous demande aussi une petite contribution. Si mes auditrices et auditeurs fidèles donnent quelques euros par mois, ça sera assez pour me sécuriser financièrement et me permettre de me consacrer totalement à ces podcasts. Je vous mets le lien pour contribuer dans le descriptif de cet épisode. Vous y trouverez aussi mes réseaux sociaux si vous êtes curieux, curieuse de suivre les coulisses de mes aventures de podcasteur. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt dans vos oreilles. Allez, Ça te va qu'on s'y mette ? ça marche. Comment tu te sens ? Ça va, ouais. Comment tu t'appelles ? Frédéric, Ouais. oui. Pourquoi t'as eu envie de participer ? C'est quoi ton élan ? Eh bien, je suis une fidèle auditrice de ton podcast depuis assez longtemps. Je l'ai découvert par Facebook. Et initialement, j'avais pas spécialement envie de participer. Pourtant, j'ai fait une psychanalyse, mais voilà, j'étais plutôt consommatrice, entre guillemets. Et puis un jour, tu as fait un appel suite à un podcast où tu cherchais des gens pour témoigner. Et je me suis dit que c'était peut-être... une occasion pour moi de te donner un petit coup de main. Et puis j'aime beaucoup ce que tu fais. Enfin voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de participer puisqu'il y avait... Enfin, t'étais en recherche. Ben, je te remercie. Voilà. Mais je te remercie de ta générosité, elle m'est importante. En revanche, j'ai aussi besoin d'un mandat de gratouille. Ce que j'entends par là, c'est que si tu le fais uniquement pour me rendre service... moi, je me donnerais pas le droit de te faire parler, de te poser des questions et puis parfois d'aller gratter, parfois d'aller reposer des questions. Parce que du coup, j'ai pas ton consentement pour aller à la rencontre de ton histoire. Est-ce que tu me le donnes ? Alors je te mandate complètement. De la gratouille bienveillante. Bien sûr. Non. Tu me demandais initialement ce qui m'a fait franchir le pas, c'était ça. Mais bien évidemment, je suis prête à tout. Et tu as fait combien d'années de psychanalyse ? Alors j'ai fait, je sais même plus exactement, je dirais 6 ou 7 ans, lors d'une première tranche qui remonte à 25 ans maintenant. Tu as quel âge ? J'ai 49 ans. Donc j'ai commencé j'avais, je sais plus, 23, 24 ans. Donc une première analyse qui a duré 6-7 ans. Et puis, donc, qui s'est déroulé à l'étranger, puisque j'habitais à l'étranger à l'époque. Je suis rentrée en France et après, j'ai fait diverses périodes, diverses thérapies plus courtes. Et actuellement, là, j'ai repris depuis 2 ans. Ok. Voilà. À l'étranger, t'étais où, du coup, pendant... Oui, donc, j'ai vécu à Bogota, en Colombie. Donc, ton analyse se déroulait en espagnol ? Non, parce que... pour moi, c'était vraiment fondamental de pouvoir parler. Parce que, évidemment, en psychanalyse, on parle, en séance, on parle. Et je maîtrisais l'espagnol, mais j'avais vraiment besoin de parler dans ma langue maternelle. Sûr. Donc, tu as trouvé un ou une analyste ? J'ai trouvé une analyste, absolument. C'était une analyste française. Et donc, toute mon analyse s'est faite en français, oui. Et j'ai envie d'une première question parce que tu piques ma curiosité. Entre tes analyses, ou en tout cas entre tes séances d'analyse ici en France, tu habites où aujourd'hui ? Je suis en région parisienne, en Seine-et-Marne. Ouais. Aujourd'hui, tu as des séances en France et tu as eu des séances en français, mais en Colombie. Est-ce qu'il y a une différence où, en fait, quand on rentre dans le cabinet, quel que soit le pays,
il va se passer des choses et on se fiche un peu de l'endroit où on est. Alors, je te dirais qu'il n'y a pas de différence au sens où tu me le demandes toi, enfin où tu sembles l'induire. Par contre, il y avait une différence de cadre analytique. C'est-à-dire qu'à Bogota, j'étais sur le divan 3 fois par semaine. Voilà, donc c'était une thérapie, enfin une analyse assez peut-être plus classique que celle que je fais actuellement, qui ressemblerait plus à disons une psychothérapie analytique. Je suis en face à face 1 fois par semaine. D'accord. Donc c'est voilà, là où il y a les principales différences. Voilà. Mais après par rapport au fait d'être dans un pays ou un autre, au niveau des séances ou de l'analyse en elle-même, non, j'ai pas senti de différence. Si je te lançais le défi de dire en un mot toutes ces années d'analyse, si tu devais laisser venir à toi un mot à l'intuition. Pour définir... Pour laisser entendre. Alors moi je dirais tout de suite, j'allais dire passion. En tout cas quelque chose de l'ordre de quelque chose de très spécial et qui m'a vraiment qui a été très très important pour moi, enfin qu'il est toujours d'ailleurs, et j'ai vraiment découvert quelque chose qui est devenu un axe de ma vie, je dirais, et puis de l'ordre d'un intérêt vraiment très fort, une passion ouais. Passion pour l'art de la psychanalyse ou tu t'es découvert passionnée ou passionnante? Alors passionnante, peut-être pas. Enfin, passionnante pour moi-même, sans doute. Oui, c'est vrai que j'ai découvert des choses. Il y a quelque chose dans l'analyse de très... oui, de la découverte de soi-même, de la mise en lien de plein de choses que je n'ai pas eu l'occasion, ou que je n'ai pas l'occasion, en dehors de ce cadre-là, finalement, d'explorer. Et puis, oui, aussi une passion pour cet art de l'analyse aussi. Oui. Non, vas-y, dis-moi. Oui, c'est-à-dire, c'était quelque chose de très précieux pour moi dans ma problématique personnelle, bien évidemment, mais aussi en tant que tel, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et alors, un mot, si tu essayes de faire entendre justement sur ta problématique personnelle, ce que la psychanalyse a fait. Ce qu'elle a fait... Décalage, peut-être. Je te dirais que ça m'a donné une espèce de décalage, mais pas au sens de ne pas être en phase, mais au sens de peut-être un pas de côté. Un pas de côté unique, parce que c'est pas non plus simplement prendre du recul, ce que on peut faire par ailleurs dans sa vie sans passer par l'analyse, mais il y a une façon de voir, d'entendre, de vivre, je ne sais pas, mais en tout cas d'entendre et de voir les choses décalées, de manière décalée et qui est très unique. Ouais. Tu pourrais me donner un exemple pour que je comprenne bien ? L'exemple, alors tu veux peut-être des choses plus précises, mais... En fait, ou bien raconte-moi par tes mots. Là, tu me dis, la psychanalyse, c'est un pas de côté unique qui a changé ma vie. Tu dirais ça ? Non ? Alors j'hésite parce que je crois que oui. En même temps, il n'y a pas un bouleversement. J'aurais du mal à te dire, il y a vraiment eu un avant et un après. Enfin, il y en a eu un. Je sais pas comment expliquer ça. Il me semble qu'il y en a eu un. En même temps, moi, je suis quand même sur une analyse qui a été longue et qui est toujours en cours d'une certaine manière. Si tu tentes de me raconter ce bouleversement, c'est quoi ce changement ? Justement, pas un bouleversement soudain. Je pourrais te parler peut-être aussi du coup de la sur la problématique personnelle une des problématiques. Enfin non, pas une des problématiques. J'avais un problème assez précis qui a fait que je suis entrée en analyse. Vas-y, tu veux mettre des mots ? Qui était une problématique autour de l'alcool. Et je peux dire maintenant que j'ai beaucoup changé par rapport à ce problème, si tu veux.
et que je pense vraiment que l'analyse n'a pas été étrangère à ce changement, même s'il s'est fait sur des années. C'est quoi le déclic pour toi pour rentrer en analyse? C'est l'alcool? Oui. Est-ce Oui. que tu te souviens, est-ce que tu peux me ramener ce moment où tu te dis je vais aller chercher de l'aide ou je vais aller chercher des réponses? Oui, je l'ai assez bien en tête. Donc j'avais j'avais ce qui à l'époque était un problème sans en être un vraiment, c'est-à-dire que j'étais relativement jeune, je sortais beaucoup, j'aimais faire la fête, je buvais un peu, on dirait maintenant du binge drinking. Donc j'avais un peu cette consommation-là d'alcool qui pendant une assez grande partie de ma jeunesse n'a pas été vraiment problématique. Et petit à petit, par contre, s'est installé dans l'après-coup, des espèces de gueules de bois qui étaient terriblement douloureuses pour moi. J'avais des espèces de crises d'angoisse. C'était très fort. À cette époque, tu as quel âge? Alors attends que ça... Ah non, j'allais dire, j'ai dit 24 ans, mais c'est après, je suis arrivé en Colombie en 99. Donc j'ai plutôt 27-28 ans. Ok, on est en Colombie. On est en Colombie. Et quand tu dis binge drinking, donc moi je connais le binge watching, ce qui est en gros tu avales les épisodes de séries un peu de façon compulsive toute la nuit, ou en tout cas tu n'arrives pas à t'arrêter. Il y a une forme d'addiction. Exactement. En gros, La même chose, mais avec l'alcool. Tous les soirs? Non, mais non. Autour des fêtes, tu bois et tu bois trop. Fêtes. Oui, et je ne m'arrête pas, tu vois, tu dis ça par rapport aux séries, mais c'est vraiment ce sentiment de... Je perds le contrôle par rapport au fait de décider si j'arrête ou pas. Donc, voilà, c'est pas seulement la quantité d'alcool, si tu veux, c'est vraiment plutôt une certaine perte de contrôle, qu'en même temps je recherche. C'est ce que j'aime. Bon. Mais si tu veux, donc là, j'arrive à Bogota, tout ça, et donc ça continue. C'est une pratique, une consommation qui est déjà bien installée, mais qui là, quand même, s'avère problématique parce que j'ai cette souffrance après coup qui est terrible. Je me sens que j'ai de la honte, de la culpabilité, mais vraiment très forte. On a tous un petit peu quand on boit, le lendemain on n'est pas bien, mais là c'était vraiment très très douloureux. Alors, quand les gens boivent beaucoup, moi je bois pas beaucoup et j'ai jamais eu les questions que je vais te poser. Du coup, c'est pour ça que je dis les gens. Moi, j'ai entendu qu'il y a des gens, on vomit. Oui. On oublie, c'est-à-dire qu'on se réveille et on sait pas ce qui s'est passé. Toi, tu avais quels symptômes? Donc toi, tu parles de l'après, mais pendant... Tu fais la fête, t'es plutôt, pendant que tu bois trop, t'es plutôt heureuse? Oui, alors je suis plutôt heureuse, je m'amuse, je danse. J'ai jamais eu pendant que je buvais, si tu veux, j'ai jamais eu non plus j'étais pas violente, j'étais pas insultante envers les gens, j'ai pas eu de comportement qui m'ait réellement causé des problèmes sérieux. Voilà, j'étais sans doute un peu lourde, évidemment, mais vraiment... En tout cas, c'était uniquement le lendemain... Oui. Où là, tu as des vagues de crise d'angoisse. Ouais. Et donc, alors il y a effectivement les effets physiques que tu décris et qui vont s'installer de plus en plus au fur et à mesure du temps, notamment les pertes de souvenirs. Mais surtout à cette époque où on est, c'est-à-dire à l'époque où je vais entrer en analyse, c'est surtout des crises d'angoisse. Je sais pas comment le dire autrement que j'ai l'impression que je vais crever. Tu te rappelles de la crise d'angoisse où tu t'es dit, faut que ça s'arrête? Alors, elle n'était pas spécialement pire qu'une autre, mais je n'en pouvais plus. C'est difficile à décrire. D'ailleurs, tu vois, je te dis crise d'angoisse. Moi, c'est un mot que j'ai mis du temps à mettre sur ces manifestations-là. Pour moi, c'était, mais j'ai l'impression que je vais mourir. J'étais recroquevillée dans mon lit, parfois pendant longtemps, à mourir de honte. Alors que les gens avec qui j'avais passé la soirée me disaient, bon, t'étais un peu rigolote, t'as un peu dit 2-3 bêtises, mais il y avait rien non plus de très sérieux, tu vois. Mais quand même... Oui, t'avais pas eu des comportements socialement honteux? Non, un petit peu, tu vois, voilà, un petit peu, j'étais un peu exubérante, quoi, mais bon, j'avais pas un retour non plus de choses terribles, mais pour moi, c'était atroce, vraiment très, voilà. Et donc là, je me dis... ça suffit, il faut faire quelque chose. Tu vois, c'est quand même le moment où
je commence à me dire c'est vraiment un problème. Et bon, donc je cherche des recours. Donc je suis à Bogota, je ne veux pas travailler, je te l'ai dit, en langue espagnole. Et Tu te tournes tout de suite vers la psychanalyse? Ou psychothérapie, à ce moment-là, tu connais rien et le bottin, elle bottine. Dans mon espagnol parfait. Écoute, je n'avais jamais fait de psychothérapie ni rien avant. J'avais un attrait un peu théorique pour la psychanalyse que je connaissais à travers de lectures et voilà. Mais sans plus. Par contre, je me rappelle quand même effectivement, au hasard, j'ai cherché un centre d'aide aux gens qui avaient des problèmes d'alcool. Et j'y suis allée, et ça ne m'a pas plu du tout. On m'a proposé des choses très, je sais pas comment dire, physiologiques, de me faire des prises de sang, de travailler sur des choses très comportementales, si tu veux. Tu vois, on m'a dit on va vous faire un questionnaire, vous cocherez des croix, et puis à partir de là, on va étudier votre comportement. Un peu du coaching, on m'a proposé un peu ça. Et là, par contre, tu vois, j'ai senti, je sais pas, peut-être parce que j'avais déjà cet attrait en moi pour la psychanalyse, j'ai senti qu'il fallait autre chose, que je voulais une psychanalyse, c'est-à-dire travailler sur le reste, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui était lié à l'alcool, mais que peut-être l'alcool n'était pas le seul problème. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tout de suite, tu parviens à mettre des mots sur un problème lié à l'alcool. Oui. T'as une clairvoyance, une transparence avec toi-même qui fait que, tu vois, je trouve ça... Mais j'étais quand même déjà là-dedans depuis, j'allais dire depuis longtemps, depuis toujours. C'est-à-dire que depuis que j'ai bu, si tu veux, j'ai rencontré l'alcool, je sais pas, à 14-15 ans. Mm-hmm. J'ai tout de suite eu ce rapport aux produits très addictifs, comme tu disais. Mm-hmm. Et comme je te dis, comme étudiante, ça passait parce que tout le monde faisait la fête. J'étais un peu dans ce milieu-là, tu vois. Et t'as tout de suite senti que ce produit en particulier générait chez toi quelque chose de particulier. Ah oui, la première fois que j'ai bu. Ah oui, j'en ai un souvenir très précis d'ailleurs. Et tu souris là, comme si c'était vraiment génial. Un moment génial. Oui, c'est ça qui est très paradoxal d'ailleurs, c'est que ça a été très. Il y a eu une rencontre avec l'alcool pour moi. Il y a vraiment eu une rencontre, comme quand tu rencontres quelqu'un et il y a un coup de foudre. Oui, je m'en souviens très bien. Tu te souviens ce que ça t'a fait ? Tu te sentais comment ? Oui, je me suis sentie. Le mot qui me vient, c'est comblée, entière. Comment dire ? J'allais dire sans faille. Des choses de cet ordre. C'était une jouissance. Je sais pas, moi, le mot qui m'est souvent venu par rapport à cette consommation d'alcool sur le moment, c'est une espèce d'extase. Ouais. Jusqu'à ce que ça te dévore et que tu te dises stop, tu ouvres le bottin colombien et tu trouves au hasard un ou une psychanalyste. Non, alors du coup, par le bottin, j'ai trouvé cette première thérapie où je suis allée une fois, je suis pas retournée, ça ne me convenait pas. Donc je me mets à la recherche plutôt d'un travail psychanalytique et par l'entremise d'amis français, je te passe les détails, j'ai l'adresse de cette psychanalyste que je vais voir et que je vais voir du coup pendant des années. Je trouve ça passionnant qu'au fond de toi, il y ait autant la souffrance et l'addiction, c'est-à-dire l'incapacité de gérer le produit, que la solution ou l'intuition de la solution. Je suis assez estomaqué. C'est-à-dire qu'en toi, il y avait cette intuition, non, c'est pas un sujet comportemental, c'est pas un non, il y a quelque chose en dessous. Oui. Comme si tu pensais que c'était peut-être plus à l'étage -5, tu avais besoin de Tu trouves pas ça fou ? Alors, qu'en nous, il y ait la solution. Ou en tout cas, le premier bout de la solution que l'on peut tirer. Oui, alors que moi, ça m'apparaissait assez évident, finalement. Mais peut-être parce qu'aussi, je t'ai dit, j'avais quand même la psychanalyse m'intéressait déjà. Enfin, c'est quelque chose qui m'avait interpellée. Tu t'attendais à quoi, du coup ? En lançant ce travail, tu te disais quoi ? Je me disais, il faut que j'aille voir, justement, tu dis en dessous, mais oui, il faut que j'aille voir ce qu'il y a là. Mais en tout cas, il y a un truc.
Et je savais pas ce que j'allais découvrir, mais je m'attendais assez. Bon, je savais que c'était, tu vois, j'avais un peu en tête le dispositif Divan, etc. Je savais qu'on parlait, qu'il n'y avait pas de prescription, de médicaments ou de choses comme ça, ou même de choses comportementales, voilà. Et alors, je sais plus trop ce que j'attendais, mais enfin, j'attendais un soulagement de ma souffrance. J'avais besoin de parler aussi, peut-être tout simplement, tu vois, d'être écoutée. Et voilà. Et donc j'ai commencé. Tu disais, j'ai commencé, je ne savais pas ce que j'allais découvrir. Qu'est-ce que tu as découvert, Frédéric ? C'est difficile de te répondre comme ça, mais en tout cas, sur toutes ces années, parce que donc l'alcool a été quand même un sujet, un nœud, comme tu dis souvent, très transversal tout au long de mon analyse. Qu'est-ce que j'ai découvert ? J'ai fait plein de liens avec mon histoire, avec mon passé, et puis je crois que j'ai découvert aussi que, tu vois, c'est ça qui me vient à l'esprit, donc je vais te dire ça, que justement, finalement, ce produit qui était tellement présent dans ma vie, qui m'a obnubilé pendant des années, autour desquels ma vie presque s'organisait. Bon, j'exagère un peu, mais il y avait quand même de ça. Et ben, il était presque, d'une certaine manière, contingent. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, je te parlais de décalage tout à l'heure en introduction. Eh ben, moi qui étais tellement persuadée, parce que je le vivais comme ça, d'être esclave d'une certaine manière de ce produit, ce qui était vrai, eh bien, j'ai vraiment découvert que presque ça faisait écran. Le produit faisait écran, en quelque sorte. Écran de quoi, du coup ? Là, par rapport à une problématique, tu vois, cette souffrance, peut-être qui s'exprimait dans les gueules de bois, etc., ou dans ces crises d'angoisse, donc, elle était peut-être déjà là avant. Elle était peut-être déjà là, et avant que je ne rencontre l'alcool, et l'alcool a été quelque chose qui passait par là, et auquel je me suis accrochée, pas par hasard non plus. Ça répond à des configurations dans mon histoire, mais j'ai quand même... Qu'est-ce que tu as découvert, du coup, sur ces angoisses ? Tu disais tout à l'heure, l'alcool me faisait sentir entière. Du coup, j'imagine que sans alcool, tu pouvais te sentir incomplète ? Sans doute, ouais. Alors, par rapport à ces angoisses-là, je crois que je sais pas, j'allais dire compris, mais c'est peut-être pas le terme, mais qu'au fur et à mesure, j'ai quand même découvert, ou accepté peut-être que... Et c'est peut-être encore en cours d'ailleurs, hein, c'est pas non plus tout à fait clos, hein, tout ça, mais que il fallait accepter d'être avec des failles aussi, d'accepter d'avoir une certaine vulnérabilité, de pouvoir la montrer, de l'accepter chez soi, chez les autres aussi, tu vois, des choses comme ça. Mais alors vraiment au fil du temps, là, je te le formule de manière très précise. Bien sûr. C'est pas vraiment passé comme ça, mais... Bien sûr. Comment la psychanalyse, est-ce que tu peux m'amener concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer ou me donner des exemples de comment la psychanalyse t'a aidé à embrasser cette imperfection humaine ? Est-ce que tu te souviens d'anecdotes ou de mots de ton thérapeute ? Oui. Comment la magie a fonctionné ? Écoute, je peux te raconter... Oui, j'ai une séance qui me revient parce que... Bon, je sais pas si ça répondra à ce que tu... Si. Demande, mais je te raconte. Voilà, je vais te raconter ça. Et avant, j'ai envie de te rassurer en te disant, ce que tu fais, c'est super. Et j'ai l'impression que ton discours est légèrement retenu. C'est une intuition. Dans mon oreille, en tout cas, j'entends. Tu dis, je suis désolé si ça répond pas vraiment. En vrai, on s'en fiche déjà que tu répondes pas à mes questions. Je te les reposerai, n'aie crainte, tu ne fuiras pas. Et puis, en fait, dis ce que tu as envie de me dire, tu vois, même si tu es légèrement en décalage de ma question.
En tout cas, ce que j'entends là, c'est super chouette. Vas-y. Alors, je te raconte l'anecdote qui me vient. Enfin, l'anecdote... Bon, je suis donc en thérapie à Bogota, et puis j'arrive pour l'une de mes séances. Et donc, c'était sans doute après une soirée où j'avais encore fini super mal le lendemain. Bon, donc j'arrive un petit peu comme ça, je m'allonge, je raconte ma soirée, bon, un peu comme souvent. Et que j'étais pas bien, et gna gna gna, bon. Et donc, comme je te le disais, j'étais allongée, ma psy derrière moi, et là, rien, elle ne dit rien, bon, silence. Donc, au bout d'un moment, je terminais de décrire un peu tout ça, et puis, bon, il y a une espèce de blanc. Et, bon, tu sais que le jeu en analyse aussi, c'est, dites ce qui vous vient. Donc, j'embraye sur complètement autre chose. Et là, je lui raconte que, bon, j'ai plus le détail, mais disons quand même, je me souviens du terme que j'ai utilisé, et il va être important, ce terme. Je lui raconte que j'en ai un peu marre aussi d'être un petit peu dans ma vie quotidienne, d'être un peu au service des autres. Tu vois, j'étais prof, donc je me sentais au service de mes élèves, ou un petit peu au service de mon mec à l'époque. Enfin, bon, je sais pas. Bon, c'est ce qui me venait, je lui raconte ça. Et j'utilise donc ce mot de service. Puis c'est tout, tu vois, c'était un petit peu, voilà, bon, je raconte ça. Et là, elle ne m'arrête pas, parce qu'elle ne m'arrêtait jamais, mais je termine cette anecdote, enfin, bon, de parler de ça. Et là, elle me dit, tu vois, je l'ai bien en tête encore. Elle me dit, servir, mais vous servez qui? Point d'interrogation. Et la séance s'arrête. Parce que pour le coup, elle avait l'habitude d'arrêter une séance sur un mot, sur quelque chose qu'elle me disait ou que moi je disais. Bon. Donc il n'y avait pas vraiment de durée prédéterminée, d'accord? Donc elle me dit ça, servir, vous êtes au service de qui? Point d'interrogation. Et hop. T'en as fait quoi? Et c'est là où, alors tu vois, parfois elle me sortait des trucs comme ça, et j'en faisais pas grand-chose. J'y repensais après, mais bon. Et là, bon, sur le coup, je me dis, mais oui, enfin bon, oui, j'ai parlé de servir, etc. Mais donc ça m'évoque pas forcément. Et par contre, après, parce que moi souvent c'était dans l'après-coup des séances, donc je sais pas, le lendemain ou quoi, j'ai une espèce de flash, et je mets en lien, si tu veux, en fait les deux. Enfin, ça a été mon interprétation en tout cas. De par ce terme de servir, ça m'a permis de mettre en lien ce dont je parlais en début de séance, c'est-à-dire tout ce qui était alcool, machin. Et puis, j'ai tiqué en me disant, mais quand je bois, je sers qui? Et à quoi ça me sert, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à travers ce mot-là, ça m'a permis, donc, après, d'explorer déjà par moi-même, avec les associations que je faisais hors séance, mais aussi après en séance, j'ai embrayé là-dessus pendant... Et alors, t'as découvert quoi avec ce mot? Tu vois, par exemple, tout ce qui était lié à... Pour moi, il y avait le côté... ça m'a évoqué le côté servir, comme tu dis, servir un maître. Et là, on vient à tout ce qui était soumission, d'être soumise. Quand je buvais, c'est vrai que... Bon, c'est un peu le propre des tableaux d'addiction, si tu veux. T'as l'impression d'être, pour le coup... inféodé à un produit qui est plus fort que toi, hein, et d'être au service de ce truc, enfin de servir un maître. Et donc là derrière, si tu veux, après, mais ça a été exploré au cours d'autres séances, hein, mais j'ai un petit peu, enfin même beaucoup, mis ça en rapport, si tu veux, avec le fait de, bon, mon père par exemple, d'accord. J'avais consciemment déjà, même avant de commencer l'analyse, je voyais bien qu'il y avait un rapport avec mon père qui avait aussi une problématique d'alcool, etc. D'accord? Mais pour moi, c'était presque, voilà, il y a un rapport, papa buvait, je bois, mais tu vois, j'allais pas, pardon, pas tellement plus loin que ça. Alors que là, par l'intermédiaire de cette interprétation, là, de ce mot servir, j'ai commencé à explorer, si tu veux, tout ce que, comme gamine, je m'étais mise au service
d'une certaine manière, de mon père pour qu'il m'aime. Enfin, voilà. Après, excuse-moi. Vas-y, bois. Je vais boire un peu d'eau. Après, donc, voilà, j'ai exploré tout le côté... En quoi tu servais ton père? C'est-à-dire... Alors, je trouve ça vachement intéressant, parce que depuis tout à l'heure, moi, j'entends... tu sais, on se sert un verre. Oui. Servir, c'est aussi... servir la boisson. Oui. Du coup, ça résonne pour moi. Concrètement, tu servais ton père, dans le sens, c'est toi qui lui donnais l'alcool? Non. Mais non, c'est métaphorique, c'est-à-dire pour que mon père alcoolique m'aime, je dois être à son service, je dois le servir, je dois faire taire mes besoins, plutôt ça, pour honorer les siens, pour avoir une place dans le tableau. Voilà, tout à fait inconsciemment, tu vois, ça, je l'ai fait, bien sûr, mais et puis aussi, tu vois, c'est marrant ton interprétation de servir des verres. Mes parents étaient divorcés, donc je ne vivais plus avec mon père depuis longtemps. Mais quand même, on avait quand même des relations. On se voyait régulièrement, etc. Et l'alcool, dans notre relation, a commencé à jouer un vrai rôle à partir du moment où j'ai été adolescente ou majeure. Donc je ne le servais pas concrètement, mais... Vous buviez ensemble. On buvait, il nous est arrivé de boire ensemble, tu vois. Donc voilà, j'ai exploré toutes ces... Mais quelqu'un qui fait pas de psychanalyse peut se dire... Bon, soit un mot, à partir d'un mot, on creuse et en fait on met en mots son passé, on voit des liens. Mais en quoi t'as changé ta vie? En quoi ça a changé ta vie? Mais écoute, est-ce que tu as moins bu? Alors pas tout. Alors c'est là où c'est un petit peu difficile à dire. Si je suis honnête, je dois quand même dire que pendant donc toute cette période à Bogota, où j'ai suivi mon analyse. En termes concrets sur mon problème concret d'alcool, il y a eu des hauts, des bas, j'ai eu des périodes d'abstinence, j'ai repris. Mais je peux pas dire que, en ayant terminé cette thérapie, cette analyse avec donc ma psy là-bas, j'étais débarrassée de ce problème. Mmh. C'est pas vrai. Même si c'était quand même un peu mieux, mais bon, voilà. Alors, reconnecter avec ces points du passé, ton rapport à ton père, en quoi ça t'a aidé? Alors, c'est là où je te dis, c'est difficile je ne sais pas vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de choses concrètes. Par contre, tu vois, parce que moi je crois, enfin moi en tout cas c'est mon expérience, le temps joue, tu vois, le temps a joué toutes ces années, c'est difficile de dire... Parce que quand même, il y a un moment où j'en suis sortie, où mon rapport au produit a changé. Et je suis persuadée que c'est à cause de mes analyses, de ce travail que j'ai fait là. Et peut-être que, tu vois, tout ce que j'ai fait à Bogota, tout ce que j'ai exploré, etc., m'a mis dans cette dynamique qui m'a quand même permis d'en sortir par la suite. Mais c'est difficile à dire parce que quelqu'un... Sûr. Mais je pense que ma question était difficile et c'est un peu à l'emporte-pièce d'essayer, tu vois, de te dire mais prouve que ça égale à ça. Ouais. En revanche, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté, ce chemin de psychanalyse. Donc j'entends que sur ta consommation d'alcool, des hauts, des bas, mais pourquoi avoir fait 6 ans? C'est donc que tu y trouvais ton compte. Quel était-il? Oh, là aussi c'est difficile à dire. T'y allais par plaisir? T'y allais le couteau sous la gorge? Ah non, le couteau sous la gorge, pas du tout. J'ai toujours aimé. Tu te sentais mieux? Tu te sentais mieux après les séances? Oui. Ben voilà. Oui. Non? Je me sentais mieux. J'ai quand même eu. Moi, j'ai eu l'impression de remettre vraiment en place des morceaux du puzzle de ma vie. Tu vois, vraiment ce truc-là. Alors là aussi, tu peux me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? Ben rien et tout. C'est là où c'est un peu difficile, c'est un peu la limite. Mais c'est très bien, bah oui. Mais vraiment ça, tu vois, des trucs. Quel puzzle? Tu as parlé de ton père, est-ce qu'il y a d'autres pièces? Plein, j'ai encore pas fini, mais l'enfance, le divorce. Tu vois, par exemple, ça me revient aussi. Moi, mes parents ont divorcé quand j'étais enfant. Et ma mère est partie avec nous, les enfants. On est allé vivre chez nos grands-parents et puis après on a vécu avec ma mère. Et consciemment, jusqu'à il y a encore peu de temps, il y a encore quelques années, je me disais à moi-même, j'ai très bien vécu ce divorce.
pourquoi tous ces gens font un flanc parce que leurs parents ont divorcé quand ils étaient petits. Franchement, je pensais que ça ne me posait pas de problème et ça ne m'en a pas posé même pratiquement dans ma vie. J'ai interrogé ma mère quand j'étais gamine, est-ce que tout allait bien? Oui, bon, tu vois ce que je veux dire. Je me suis quand même rendu compte, tu vois, je te disais, découvrir que plein de choses se cachent les unes derrière les autres, en somme, hein, que il y avait une souffrance que je n'avais pas voulu entendre, voir, et qui s'est mise en place donc relativement tôt, j'avais 7-8 ans. À ton avis, pourquoi tu as pas pu ou tu as pas voulu la voir? Parce Alors, je sais toujours pas, là, je vais être sur une hypothèse. Peut-être que c'était tellement... Ça a été un peu brutal, si tu veux. Du jour au lendemain, ma mère est partie. Nous, on n'était pas au courant. Et on s'est retrouvés sans mon père, ailleurs, chez mes grands-parents, que j'adorais, hein, par ailleurs. Et je pense que là, il y a sans doute qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'une certaine brutalité, non voulue. Évidemment, ma mère a cru bien faire. Hein. Enfin, elle a bien fait pour elle aussi, d'ailleurs. Et ça, je pense que là, moi, comme défense massive, tu vois, je me suis déconnectée. Après, si peut-être aussi si ton père est malade et que ta mère est seule, t'as pas la place pour ta souffrance. C'est-à-dire, pardon, je comprends. Si les personnes qui peuvent accueillir ta souffrance sont indisponibles, ton père malade et ta mère en rupture, ou peut-être, coup, effectivement, c'est possible. C'est une interprétation sauvage, mais c'est aussi, je sais pas, une déduction. En fait, un enfant, il essaye d'être entendu de quelqu'un qui peut pas entendre. Il retient sa parole, quoi. Après, c'est vrai. C'est vrai que j'ai même plus le souvenir ou pas le souvenir. Et quand j'interroge ma mère, elle me dit la même chose, d'avoir essayé d'être entendue. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression que tout de suite, j'ai coupé le truc, quoi. Il n'y a pas de problème, c'est bon, tu vois, et ce qui est pire, d'une certaine manière. Ce qui, pour moi, du coup, exige un symptôme envahissant. Parce que du coup, tu vois, en fait, pour moi, c'est quand c'est vraiment bien refoulé, qu'on ne sait même pas, que ça a besoin de ressortir d'une façon violente. C'est mon interprétation sur mon chemin à moi de psychanalyse. Et je pense, tu vois, et ça aussi, analyse, hein, je pense vraiment, enfin je le ressens comme ça, mais j'ai eu besoin du parcours analytique pour avoir accès à nouveau à ça, que l'alcool, par exemple, c'est là où je te disais, l'alcool cache aussi des choses, est venu à la place de sans doute cette souffrance-là, et que c'est pour ça que je l'ai vécu comme une espèce d'extase qui me remplissait qui faisait que je n'étais plus coupée finalement, tu vois, de mes émotions ou même de cette souffrance. Mais c'est très ambigu parce qu'en même temps, l'alcool anesthésie aussi, te coupe aussi de tes émotions. Enfin, il y a toute cette ambivalence-là, évidemment. Mais tu veux rajouter quelque chose? Non, vas-y. Qu'est-ce que tu comprends aujourd'hui avec la distance de cette honte répétitive que tu te faisais vivre? Ce que je trouve assez intéressant, intéressant, tout ça c'est conceptuel, moi j'imagine ta souffrance, je trouve ça moins intéressant, mais ce que je veux dire c'est que je nous entends, je nous vois, lorsque nous avons une addiction, le faire, en souffrir, terriblement, puis le refaire, en souffrir, terriblement, puis le refaire, indéfiniment. Et toi tu parlais, j'ai noté, la honte. Tu disais vraiment c'était ça le plus puissant, parce qu'on essaie au début là, je te demandais comment se passaient tes moments d'alcoolisme, et tu disais il y avait pas de mise en danger, il y avait pas de mais il y avait une honte, même si t'étais exubérante peut-être un peu ici et là, mais en tout cas il y a quand même eu des mises en danger, mais si tu veux pas d'autrui, enfin voilà, parce que tu prends quand t'as plus le contrôle, pourquoi, tu te retrouves dans le système, si on croit. Je te propose quelque chose, et d'ailleurs je serais très curieux de savoir si tu penses que c'est complètement débile. Moi je crois que l'addiction est une tentative
un peu décalée, idiote, mal lunée, tout ça n'est pas très génial. En tout cas, c'est une tentative de notre cerveau pour exprimer quelque chose. Donc on se met dans des boucles jusqu'à ce qu'on pige, quoi, et jusqu'à ce qu'on ait la capacité de changer, et donc que ça puisse... Et du coup, pourquoi, toi, tu as choisi l'alcool? Il y a peut-être un lien avec ton père. En tout cas, la honte, qu'est-ce qu'elle essayait de dire, celle qui revenait? C'est intéressant. Je partage tout à fait ton avis. Tu dis l'addiction, c'est même le symptôme. C'est presque la place du symptôme en psychanalyse. C'est celle-ci, c'est-à-dire c'est ce qui vient, ce qui se répète et puis qui vient exprimer un conflit sous-jacent. Enfin bon. Après sur la honte, je t'avoue que c'est un peu un point aveugle de peut-être de mon analyse ou que, voilà, ça permet, bon, je sais pas, je crois que avoir honte, et puis c'était une honte, je te dis, je savais presque pas de quoi. Il m'est même arrivé, pour être plus précise, par la suite, de boire parfois seul, et le lendemain, j'étais dans les mêmes états, alors que seul, je veux dire, tu n'es pas, pour le coup, tu ne peux pas être dans une honte sociale, parce que personne ne te voit, ne t'entend. Donc c'est bon. Donc c'est vrai que ça interroge. Mais est-ce que c'est plus honteux pour une femme d'être alcoolique que pour un homme? On me l'a renvoyé. Je crois que c'est plus difficile. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre, oui, bien sûr, de l'imaginaire social qui joue, entre guillemets, contre les femmes qui boivent. Et donc qu'on assume ça en plus. Oui, je crois que c'est assez... encore maintenant assez répandu, ouais. Après, moi, ça m'a toujours justement interpellée. Je voyais pas pourquoi, en tant que femme, j'aurais pas eu le droit de boire ou de m'amuser comme toi tu pourrais le faire ou n'importe quel homme, tu vois. Bon. C'est un peu en tant que femme, tu es asservie au dictat de la société, quoi, ouais. Et au service de ah bon, t'es une femme, alors du coup, voilà la case et c'est vrai, asservi, ouais, au service de cette image qu'on te renvoie, ouais, ça joue, bien sûr, ouais. Et du coup, tu vois, c'était ça aussi. Moi, l'alcool, il y avait sur le moment même, il y avait une libération de tous ces espèces, comme tu dis, de diktats ou d'assignations qui m'ont toujours embêtée, hein, en fait. Et par contre, retour de bâton terrible, sans doute à la hauteur de... Oui, donc c'est vrai qu'il y a une question sans doute d'image de soi, d'image renvoyée par la société, d'assumer ce qu'on est, enfin tout ça. Tu sais, j'ai pas encore terminé tout à fait. En revanche, t'as dit qu'à un moment donné, ta consommation avait changé. À quel âge? Combien d'années après Alors, assez récemment. Et là, j'ai quand même, je peux te donner un exemple précis pour illustrer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je peux dire que ma problématique d'alcool, non pas est complètement résolue, mais a vraiment changé, et dans le bon sens, pour moi. J'ai une anecdote très précise. Il y a, c'est pour ça, je te dis, c'est récent, il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi, je suis chez ma copine le week-end, on boit une coupe de champagne avec des gens qu'elle avait invités, très bien. Il reste du champagne, elle met la bouteille au frigo, on va se coucher, ok, très bien. Le week-end passe, on arrive donc le dimanche soir, je dois rentrer chez moi. Et puis, elle va au frigo, et puis elle ouvre le frigo et elle dit « Ah tiens, la bouteille de champagne, zut, on a oublié de la terminer. » Et là, alors, pardon, ça va paraître tout à fait anecdotique, mais pour moi, ça a été vraiment une révolution. Je me suis rendu compte pour la première fois de toute ma vie, de toute ma vie depuis que je bois, c'est-à-dire depuis que j'ai 14 ans, j'en avais donc 47 ou 48, je me suis rendu compte que c'est la première fois de ma vie qu'il y a une bouteille entamée à portée de main et que non seulement je n'ai pas eu envie de
d'aller la finir, mais bien mieux que ça, je n'y ai pas pensé une demi-seconde. Et ça, c'est là où je dis le rapport au produit a changé. Et là, j'ai su vraiment que la partie n'est pas gagnée, tu vois, parce que, voilà, je peux toujours tomber... Enfin, comment dire, l'alcool ne reste toujours pas un produit neutre. Ça le sera peut-être jamais, mais quand même, quel changement. Tu vois ce que je veux dire dans la j'allais dire le statut du produit. Et ça, là, je me suis dit, ouais, tu vois, ça y est. Là, victoire. J'y ai pas pensé une demi-seconde. Ouais. J'ai envie de continuer à comprendre pourquoi, comment t'en es arrivé à parvenir à changer ton rapport à ce produit-là. Tu disais, la psychanalyse m'a aidé à retrouver les pièces du puzzle, puis commencer à le restituer, à le refaire. Est-ce que tu penses à d'autres choses ? Comment la psychanalyse t'a aidé à changer ce regard ? Ben c'est là où je suis désolée, je suis un petit peu c'est difficile, j'y ai pensé. Mais retrouver les pièces du puzzle. Pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas eu, je peux pas, enfin, des choses comme la séance que je t'ai décrite tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un truc vraiment sur l'alcool où je sais pas, ça s'est vraiment fait au cours du temps. Mais attends, retrouver les pièces du puzzle et refaire le puzzle, c'est gigantesque. Enfin, et du coup, ma question sous-entendait pas, ce n'est pas assez, disant plus. Je voulais dire, est-ce que tu veux dire autre chose ? Est-ce qu'il y a autre chose ? En termes pas d'anecdotes, mais de trucs de séances particulières que je pourrais t'amener comme un exemple concret, je suis un petit peu en difficulté. Mais t'inquiète, non, c'est très bien. Est-ce que tu as l'impression que retrouver les pièces du puzzle, par exemple le divorce de tes parents quand t'étais enfant, qu'est-ce qui se passe ? C'est en analyse, 3 fois par semaine, tu t'allonges. Là, je suis à Bogota, on s'allonge 3 fois par semaine. Et petit à petit, tu mets des mots. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que alors tu t'autorises en adulte à vivre une émotion qui était bloquée au fond de toi et qui te faisait boire. Désolé de la simplification, mais j'essaie quand même de créer des ponts. C'est qu'au fur et à mesure, tu ramènes de l'oxygène, de la compréhension et de l'oxygène. Tu t'autorises à vivre des émotions qui, du coup, ont plus besoin de te coincer. Mais j'en sais rien. Justement, je sais pas en fait ce qui se passe, mais ça se passe. C'est ça que j'essaye de te dire, c'est-à-dire que je peux, tu vois, quand je te dis je remets un peu le puzzle en place, ou ce que je te racontais sur le divorce, des choses comme ça, je peux avoir des mots qui vont expliquer après coup rationnellement ce qui s'est passé, mais ça restera toujours en deçà de ce qui s'est vraiment passé. Je sais pas, ce que je peux dire, c'est que je suis allée m'allonger 3 fois par semaine pendant des années et que j'ai repris après, longtemps après aussi, une thérapie. Et que ce qui s'est passé là m'a aidé et puis m'a fait, j'allais dire, y voir plus clair, mais pas forcément plus clair dans le sens où je pourrais expliquer de A à B, de B à C, etc. T'inquiète. Tu vois ? Tu le conseillerais à quelqu'un ? Ah oui, à tous. Ouais. Oui, je suis très... Mais c'est vrai que je perçois bien que je touche un peu les limites, parce que, par exemple, conseiller ça à quelqu'un, bien sûr, mais la personne, justement, tout de suite, elle va te dire, oui, mais quel résultat, Et c'est là où je retombe sur, je peux pas vraiment te dire, mais vas-y, quoi. Tu vois ? Est-ce que ce que j'entends, c'est que il y a à la fois ce qui se dit en séance, mais il y a aussi l'énergie de la guérison que l'on vient faire advenir en faisant une psychanalyse. C'est-à-dire, c'est une énergie parce que tu décides de mettre du temps, de l'argent et un engagement qui fait que ton corps, ton esprit, ton âme est tendu vers une recherche, est tendu vers une rencontre, et que à ces moments-là, tu ne sers que toi. Alors, je crois que c'est vrai, je serais d'accord avec toi, sauf que
Je crois que c'est mon point de vue, ce que j'ai dit, Ouais. je l'ai posé en question, mais je crois que c'est ça que moi j'ai vécu. Excuse-moi, du coup, Ouais, au lieu de d'accord. faire un truc un peu générique, j'ai senti ça, cette puissance que je peux pas exprimer en disant j'ai dit ça, puis après, du coup, cette porte-là s'est ouverte, qui est en effet un peu chiant de devoir justifier son analyse avec un truc un peu, Difficile, même pas chiant, mais oui, difficile. statistique, Ouais. même si parfois on peut le faire. Et ouais, Ça dépend, hein. j'avais envie de dire cette énergie, cet élan de cette autorisation. J'amène cette terrible souffrance du fond du lit. Je suis recroquevillé, écrasé par la honte, et je prends ça et je l'amène à un endroit où on va aller le regarder, l'entendre, le dire, et je prends le pouvoir. Et je suis super humain et puissant et à la rencontre de moi. Enfin, en tout cas, bon, Oui, c'est comme ça que tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je partage le côté, oui, énergie. Je prends le pouvoir. Moi, je l'ai pas senti. Alors, peut-être au fil des années, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas, il faut que je prenne le pouvoir. C'est, je vais crever, quoi. Enfin. C'est un peu exagéré, mais tu en parles aussi. Tu dis aussi, cette souffrance, je la prends et je la. C'est vrai qu'il y a quand même ça. Il y a aussi le côté, à un moment, je n'en peux plus, donc il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est vrai que c'est plutôt, tu vois, du côté de la souffrance. Et c'est pas, je décide de, ou, enfin, en tout cas pour moi, hein, Ouais, bien sûr. bien sûr. Ça a été, même ça si j'avais un. Ça t'a sauvé? Tu dis t'allais crever. Donc ça t'a sauvé, puisque t'es devant moi là aujourd'hui. Je crois que c'est peut-être pas la seule chose, mais oui, je pourrais. En parallèle de la Oui. En parallèle de la psychanalyse, est-ce que tu as entrepris d'autres choses en lien avec ton alcoolisme? Alors oui, j'ai quand même eu à un certain moment. Donc en parallèle de l'analyse, j'ai pris un peu des médicaments. J'ai quand même fait une autre tentative vers une thérapie un peu comportementaliste, tu vois, c'est-à-dire qu'on allait te dire, vous allez noter le nombre de verres que vous buvez, et puis on va analyser ça, etc. Franchement, ça n'a pas été mon truc, mais je ne peux pas dire non plus que ça ne m'a pas aidé. Et disons que c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas le moteur de ce qui a fait que je me suis libérée de ça, de ce problème. Le moteur, c'est la psychanalyse. C'est quand même la psychanalyse. Par contre, c'est quand même vrai aussi qu'avoir des aides, enfin, je sais pas comment dire, tout ce qui peut aider est bon à prendre, et avoir quand même un soutien sur ce problème spécifique. Je crois que ça aide. Les médicaments, ça peut un petit peu enlever baisser un petit peu le sentiment de compulsion. Donc voilà, c'est quand même aussi des choses qui peuvent aider. Mais pour moi, le moteur, ça n'a pas été ça. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens encore un petit peu asservi? Et à quels endroits? Alors oui, parce que, comment dire, je me sens... Te dire que non, ça voudrait dire que je me sens totalement libre, et donc ça, non. Je peux pas le dire non plus. J'ai plus des interrogations. Maintenant, ça portera plus sur, par exemple, un peu les relations de couple. C'est quoi la liberté dans un couple? Comment on gère ça? Comme mère aussi. J'ai une fille, une grande fille. Bon, donc je suis moins dans des problématiques d'éducation, si tu veux, parce qu'elle est déjà grande. Mais quand même, la maternité aussi, t'es au service d'eux, mais il faut te libérer aussi de certaines choses. Enfin, ce serait un petit peu plutôt déplacé vers ces thématiques-là. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière séance? Oui, alors oui, je l'ai très précisément en tête. Donc, je te raconte donc cette dernière séance à Bogota. Donc, quelques mois avant ma dernière séance, ma psy, un jour, à l'issue d'une séance, m'annonce qu'elle rentre en France, qu'elle arrête son activité, qu'elle va rentrer en France. Donc, je m'y attendais pas du tout. J'étais, surprise, et puis, je me suis sentie un peu abandonnée. Donc, je lui ai dit, elle m'a dit, mais écoutez, je vous le dis longtemps à l'avance, plusieurs mois à l'avance, on va préparer notre sortie d'analyse, je ne vous lâche pas, bon, ok. Donc on passe ces quelques mois, dont je n'ai pas tellement de souvenirs d'ailleurs,
Donc ma thérapie continue normalement et on arrive au dernier jour dont je sais que c'est la dernière fois que je vais chez elle, que je la vois. Donc émotion particulière quand même. Hein. Je me rappelle entrer dans ce cabinet en me disant faut vraiment que je le garde en mémoire. Bon bref. Donc je m'allonge, on fait la séance. J'ai retrouvé des photos. Si je me permets d'interrompre. Je suis retombé sur des photos de la salle d'attente. Que tu avais prises toi ? Oui. Bien sûr, il y avait personne, mais j'ai pris en photo le tableau magnifique qu'il y avait dans la salle d'attente de mon analyste, avec vraiment, je l'adore ce tableau, avec des poissons, avec du vert qui est ma couleur préférée, et derrière le fauteuil où j'étais assis pour attendre, il y avait, et je crois que j'en parle dans le premier épisode de ce podcast, il y avait un tableau avec une coupe d'oignon. Un dessin d'oignon et avec une coupe. Quelque chose, ouais. Et alors moi j'adore cette image, tu vois, des couches. Ouais. Et ouais, j'ai pris des photos. Je me connecte profondément à ce que tu dis là, cette dernière fois où tu te dis. Et même elle, je la vois pour la dernière fois. C'est la dernière fois que je l'entends. Enfin, il y avait ce truc-là. Et pourtant, donc je m'allonge et je n'ai plus du tout de souvenir de la séance en elle-même, d'accord, sur le divan. Je sais quand même que 2-3 séances avant, j'ai fait un rêve. Bon, que ce serait trop long de te le raconter, mais je l'ai assez bien en tête. Et que ce rêve, pour moi, est venu signifier. Donc, on a analysé Si, moi je veux le rêve. Tu peux pas me faire une version... Une version light. En gros, j'explorais une espèce de mine, des galeries, des mines souterraines. Donc, je m'enfonçais au 5e dessous, dans le sous-sol. J'arrivais à une porte fermée et là, il y avait mon analyste où j'entendais sa voix qui me disait un truc du genre c'est bon, vous pouvez passer, enfin quelque chose de cet ordre-là. Donc tu vois, c'était assez limpide. Enfin pour moi en tout cas, c'était assez limpide. C'est venu dire en tout cas donc 2-3 séances avant vraiment la dernière que j'étais inconsciemment et consciemment à l'aise avec le fait que une page se tournait, mais bon. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me rappelle pas vraiment de cette dernière séance qui... Bon. Toi le rêve, tu l'as interprété comme c'est bon. Ah moi le rêve, je l'ai interprété comme c'est... moi j'ai pas compris, donc on descend... Je descends. Tu descends, donc moi là j'ai peur. Toi t'as pas peur ? Non, pour moi c'était je descends, c'est l'exploration des couches souterraines de l'inconscient. Ça représentait mon analyse pour moi. Cette exploration en dessous, en deçà de la surface. C'est ma thérapie pour moi après. Et puis j'arrive quand même à la fin, la porte pour moi c'est la fin, c'est la thérapie se clôt et mon analyste me dit vous pouvez passer. Donc je l'entends comme un peu c'est bien, vous avez terminé, vous êtes arrivé, voilà. Donc il y a plein d'interprétations possibles, mais bien sûr. C'est la tienne qui m'intéresse. C'est celle que c'est celle qui m'est venue, mais c'est vrai que c'est sans doute ce qui compte, si tu veux. En tout cas, c'est venu signifier pour moi que c'est bon. C'était bien, ouais. Tu l'as remercié ? Oui, alors attends, je te raconte quand même la fin parce que, comme je te dis, je suis allongée, je parle, je sais plus de quoi. La séance se termine, donc comme d'habitude, je me mets assise sur le divan et je cherche l'argent, je pose l'argent sur le petit guéridon qu'elle avait, je me lève et là, pour la seule et unique fois sur toutes ces années, elle se met debout, elle se lève aussi. Et si tu veux, parfois, il m'était arrivé quand même encore de parler, là, de dire quelques trucs, ou qu'elle me dise des petites choses. Mais c'était tout. Après, je partais. Et là, elle me disait, attendez, je voudrais vous parler. Donc, la séance étant close, si tu veux. On n'était plus dans le cadre divan, machin. Ce qui n'était donc jamais arrivé. Donc, j'étais surprise. Et là, elle me dit... 2 choses que j'ai retenues, parce qu'on a conversé un peu comme toi et moi, là. Et c'était même transgressif pour moi. Tu vois, moi, ma psy, c'était... je ne savais rien d'elle, c'était vraiment classiquement le rapport dans les séances, et c'était tout. Hein. Et puis, elle me dit, écoutez... en tout cas, les 2 choses que j'en ai retenues, c'était... qui sont assez flatteuses, enfin, que moi, j'ai pris comme... quelque chose de flatteur pour moi. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes très en deçà,
en dessous de vos possibilités. Bon, alors ça m'a vraiment surprise, parce que jamais, dans tout le cours de l'analyse, elle m'avait directement donné des conseils ou émis des avis sur... ça n'était vraiment jamais arrivé. Donc bon. Et la deuxième chose, elle me dit, vous savez, vous êtes doué pour la psychanalyse, il me semble, enfin vous avez une appétence, et puis allez voir à Bogota, il y a une université qui fait de la psychanalyse, allez un petit peu voir de ce côté-là, explorer un peu ce truc-là. Il y a des choses peut-être pour vous à faire de ce côté-là. Donc deuxième surprise aussi, je me dis, oh. T'as suivi son conseil? Alors non. Mais je le suis maintenant, 20 ans après. Tu vois, ça a mis du temps. En ce moment, tu es en train de te former pour devenir psychanalyste? Plus ou moins, oui. En tout cas, je suis des cours du soir dans une école. Plus ou moins? Choisis. Alors non, je suis vraiment... je suis vraiment des cours, mais je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout, si tu veux. Si t'as envie de devenir psychanalyste. Voilà. Je crois que j'ai envie, mais que ça me fait peur. On verra. En tout cas, j'ai initié quand même quelque chose par rapport à ça. Mais tu vois ce qu'elle me disait là, on est il y a 20 ans ou 25 ans. Hein. Et troisième chose quand même, elle me donne un livre. Ça aussi, tu vois, le fait que ma psy me donne un truc. Et ce livre, c'était une revue plutôt qui s'appelait Aliénation-séparation de points. Que demande une fille à sa mère, point d'interrogation. Parce qu'un nœud aussi quand même de mon analyse, ça avait été, j'en ai pas parlé là, mais maman, tu vois. Donc du côté avoir une mère, mais aussi être une mère. Donc je pense que par rapport à ça, elle m'avait... Cet ouvrage t'a aidé? Je suis même pas sûre de l'avoir lu. Je te jure que c'est vrai. Je l'ai toujours, hein. Mais je crois que je sais pas, je l'ai pas. En tout cas, aliénation est dans notre thématique de l'asservissement. Absolument, ça rejoint, ouais. J'ai quand même envie que tu me racontes un peu ce nœud de la mère. Et on dépasse un peu le temps habituel, mais c'est pas la fin du monde. Et puis c'est un podcast, justement, c'est ma chance. Profitons-en. Tu fais ce que tu veux. Je fais bien ce que je veux. Si tu devais, de façon succincte, dire ce que tu as découvert à propos de ce nœud de la mère, tu dirais quoi? Mon Dieu. Sans te mettre la pression. Qu'est-ce qui te vient en premier? C'est tellement... Qu'est-ce qui te vient en premier, comme ça? Pouf. L'ambivalence. Que ta mère... D'accepter l'ambivalence... Non, de la mienne, pour le coup. Enfin, devenir mère. Ouais, et puis mes sentiments par rapport à ma mère à moi, l'ambivalence, oui, de devenir mère aussi, oui, par rapport à ma fille, effectivement. Comment la psychanalyse t'a aidé à avoir un meilleur lien avec ta mère? Parce que ça a vraiment permis de mettre à plat dans une certaine mesure, mais quand même, oui, je vais utiliser cette expression, toutes ces ambivalences, des reproches aussi que j'avais à faire. Tu vois, quand je te disais le puzzle se remettait en place, il se remettait aussi en place à ce niveau-là. Ça m'a permis de voir, alors c'est un peu bateau parce je crois que les gens qui sont en analyse le disent souvent, mais moi je l'ai vraiment vécu aussi, de voir que ma mère était aussi un être humain qui a fait comme elle a pu, du mieux qu'elle a pu, voilà. Mais aussi, tu vois, l'ambivalence parce que j'ai été très aimée par ma mère. Qui est plutôt un petit peu dans la fusion, ce genre de relation-là. Ça m'a permis de mettre à plat aussi ce qu'il peut y avoir on va dire, d'agressif dans la fusion, dans l'amour, donc d'ambivalent. Tu vois, c'est ça l'ambivalence, c'est que t'aimes, tu adores, etc. Mais il y a aussi une part on peut dire de haine, entre guillemets, de part et d'autre. Et ça me permet, donc tu me demandais par rapport au concret de nos relations, je crois que ça a apaisé de ma part à moi mes relations qui ont toujours quand même été bonnes avec ma mère, mais ça m'a permis de détacher un peu, de
voir ce qu'il y avait juste d'humain là-dedans, tu vois, de plus être face à... Et comment, du coup... La mère de mon enfance, simplement. J'ai un peu déconstruit. J'ai vraiment déconstruit la mère, l'énorme truc, là, la maman, tu vois. Et ça, sur le divan, ça ressemble à quoi? C'est tellement vaste. Ouais, c'est ça. Difficile, hein, non, je sais. Là, pour le coup, t'as une mère aussi, je suis sûre que tu sais ce que je veux dire. Comment je peux, moi, participer à cette question trop ambitieuse? Je crois que c'est en disant ce qui me vient que parfois ce qui me vient, c'est ce lien avec la mère, le père ou la personne, ou en tout cas. Et petit à petit, en disant et en redisant, j'épuise le caractère sauteur au visage qui m'empêche de réfléchir. Enfin, il y a un truc où je vis une émotion qui a besoin de se vivre, et puis petit à petit, il y a quand même, je crois, ça se pose, c'est toi qui as dit ce terme-là, ça pose les différents éléments, les différentes pièces du puzzle, et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du propos, je reprends un peu plus de capacité ou de pouvoir autour de ces pièces, quoi. Je suis pas juste dans une réaction cutanée à ma mère, chose, et je suis plus en tout cas, grâce au divan, je peux être dans le cutané et autre. Et plus. Peut-être être acteur, moi je dirais. Du coup, être plus acteur de la relation. Mais c'est vrai que c'était vrai avec ma mère, mais même avec d'autres personnes. Oui, peut-être. Oui, c'est peut-être ça que, quand tu dis reprendre du pouvoir, c'est du côté de la. Ouais, je ne suis pas juste j'allais dire un objet entre guillemets qui subit quelque chose, mais je peux. Me décaler, reprendre, y a de la marge là. Et puis je rebondis aussi, tu dis le terme épuiser quelque chose. Et là je reviens un peu en arrière, mais sur la problématique d'alcool. Je reprendrai volontiers ce terme-là parce que ça me fait maintenant, après toutes ces années, cette impression d'avoir épuisé cette relation à ce produit-là. Et ça s'est fait beaucoup en analyse. Et épuisé presque par chaos, tu vois, à force d'en parler, de machin, de redire les mêmes trucs. Il y a aussi quelque chose de cet ordre que permet l'analyse, quoi. Ouais. Et épuisé, dire, être entendu dans l'espace très particulier de l'analyse, du divan, où en fait j'ai eu l'impression d'avoir été entendu, de m'entendre, de dire, il y a particulière, c'est-à-dire en fait quelqu'un d'extérieur pourrait dire super votre délire, il suffit de épuiser ça sur votre canapé, quoi. Ça coûte moins cher. Ça marche, en tout cas chez moi ça marche moins bien. Pour moi, moi aussi. Voilà, c'est pas la même chose. Le cadre est essentiel. Et du coup, tant que j'épuise, et en épuisant, j'ai quand même, selon moi, pas trop besoin des interférences de mon analyste, et donc pas besoin d'un coaching ou d'un thérapeute très. C'est qu'en fait, il me faut vider, quoi, le pu. Il y a ça aussi. Alors, les interventions peuvent m'aider à vider. Du coup, ça m'amène à une de mes dernières questions. Pourquoi, selon toi, cette analyste était la bonne pour toi? Parce que... Alors, je pourrais te répondre très superficiellement, l'histoire de parler français et tout ça, mais c'est complètement c'était important, mais anecdotique. J'entends bien que tu me demandes, c'est pas la question que tu me poses. Je saurais pas te dire pourquoi, mais par contre, je sais très clairement que oui, c'était la bonne. Là aussi, je reviens sur, je ne peux pas l'expliquer, mais je l'ai senti. Elle intervenait beaucoup. Je crois que c'est parce que... Enfin, je sais pas, mais... Elle était relativement silencieuse, mais en fait, elle intervenait quand même aussi, d'accord? Mais c'était souvent des interventions brèves, plutôt de l'ordre que celle que j'ai racontée tout à l'heure. Tu vois, j'ai jamais eu des trucs du genre, oui, votre complexe d'Oedipe, machin truc, jamais comme ça, évidemment, hein. Enfin, évidemment, j'en sais rien, mais en tout cas là, ça se passait pas du tout comme ça. C'était, tu vois, comme le mot... servir que je prenais en exemple tout à l'heure, pour moi ça a vraiment résonné. Tu vois, il y avait des résonances très fortes, pas toujours, mais des résonances qui faisaient que je savais que
cette interprétation-là, elle était tellement, elle faisait tellement d'écho en moi que ça veut dire que ça le fait entre elle et moi, tu vois. Est-ce que ça l'aurait fait avec quelqu'un d'autre? Peut-être aussi, ou pas. Mais je pense que quand on sent, enfin moi en tout cas, et même avec les analystes que j'ai eus par la suite, c'est le fait d'avoir à un moment, assez au début, tu sens que ça y est, ça fait mouche, quoi. Il y a un truc qui fait mouche, qui résonne, et que là c'est bon, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle a été la bonne personne, je pense. Ouais. Ma vraie dernière question. Avant ça, en fait, j'ai quand même envie de te partager un truc, parce qu'au moment où tu me parles de ces mots qui font écho, qui résonnent, il y en a un qui m'est revenu de mon analyse et que je n'ai personnellement jamais épuisé, et je n'ai pas encore réussi à y trouver. Il résonne, mais j'y ai pas trouvé raison. C'est qu'un jour, j'ai fait un lapsus, je racontais... Ah zut, c'est peut-être pas très intéressant que je raconte une histoire, mais en tout cas, j'ai pas le souvenir de ce que je racontais exactement. Libre association, je devais dire des trucs. Et j'ai fait un lapsus, je parlais de moi, et au lieu de dire amoureux, au lieu de me genrer au masculin, j'ai dit amoureuse. Et mon analyste me l'a répété. Il y a moult années. Et encore aujourd'hui, ça m'obsède. Non. Ça résonne. J'y pense. Je me dis, mais comme quelque chose d'encore mystérieux pour moi. C'est pas du tout ça m'empêche pas de dormir et tout, c'est pas mais je me dis il y a un truc, et en plus je sens que je ne lâche pas, et du coup je me dis il y a un truc ouais. Et pardon. Non, dis-moi. Je crois vraiment que c'est ça, tu vois, c'est ça qui fait que tu mets le doigt sur ce qui fait que on touche quelque chose qui t'appartient. Il y aura pas forcément une réponse ou des réponses, mais en tout cas que c'est quelque chose. Ton analyste en te renvoyant simplement ce mot-là, qui est un mot finalement banal dans lapsus. La vie courante, lapsus, ton lapsus à toi, mais te le renvoie. Bah hop, ça te... C'est un indice. Ça te parle. Pour moi, c'est un indice. Des années après. Ouais. C'est un indice parce que le lapsus, et c'est Freud d'ailleurs qui disait ça, c'est que le lapsus, c'est la réussite c'est raté, puisque du coup, je voulais dire un autre mot, on pourrait croire que j'ai raté, entre guillemets, enfin, tu vois, je voulais dire autre chose, mais c'est une réussite. C'est un acte manqué, réussi. Ouais. Absolument. Et moi, je me dis, mais je suis très curieux, qu'est-ce qui a tenté de se dire? Et je pense que le lapsus, moi, j'irai pas chercher dans littéralement ce que j'étais en train de dire. Je crois que c'est rarement l'essence de... Bon. Mais... Ça va être après tes associations qui viendront, ou voilà, et ça peut être... Bon, j'ai arrêté l'analyse. Différent. Oui, bien sûr. Après, faut peut-être que tu refasses une petite tranche. Génial, ça m'amène à ma toute dernière question. Pourquoi avoir repris? Ça fait 2 ans que tu as repris. Oui, il y a eu une raison immédiate, particulière, liée à ma vie privée, enfin une rupture qui a fait que j'ai eu envie de reprendre. Je me suis dit, je me suis sentie en difficulté par rapport à ça, et évidemment, enfin c'était d'évidence pour moi. J'ai eu besoin donc d'aide et d'évidence. Je suis tournée vers quelqu'un qui était d'orientation psychanalytique. Et donc, c'est reparti pour un tour. Alors moi, ça c'est pour moi une des limites. Si j'ai besoin d'aide et que la douleur est puissante, je trouve que l'endroit de l'analyse, dans mon expérience, comme mon analyste était très silencieux, c'était un endroit plutôt chaleureux, plutôt bienveillant, plutôt aidant, je dirais tout de même. Mais je suis très face à ma parole, quoi. Donc quand j'en chie, pardon du terme, ça me fait un peu peur d'être face à moi. Non, toi... Non, parce que, alors, déjà... la rupture, pour moi, c'est très puissant. Ça me fait très peur. Alors que moi, la rupture, oui, c'était une rupture importante, on va dire, mais ça m'a renvoyé aussi à, de nouveau, un peu, à ce que
ce qui clochait chez moi, si tu veux. Par rapport à cette rupture, je me suis remise en cause sur certaines choses en me disant, faut que j'aille y voir de plus près. Il y a des choses là qui font un peu mystère et bon. Donc déjà, il y avait cette démarche-là qui n'est pas celle de tous les thérapeutes, tu vois. Donc c'était une raison pour aller en analyse. Et deuxièmement, moi, alors je sais plus quand tu as arrêté toi ton analyse, mais la psy, moi que je vois actuellement et qui est très bien, là aussi tout de suite, la connexion s'est faite assez vite. Et je suis en face à face. On parle, c'est quand même beaucoup plus de l'ordre du dialogue. Donc je suis moins face à ce, tu vois. Ah oui, t'es pas allongée. Je ne suis pas allongée et elle parle plus. J'ai l'impression qu'elle parle plus. Okay. Voilà, donc. T'en es où avec l'alcool ? Ça fait des mois et des mois que je n'ai plus eu de manifestations, problématiques. Je bois de temps en temps avec plaisir, 2-3 verres de vin à table, avec plaisir. C'est nouveau. Enfin, tu vois, ça, il y a quelques années, c'était même plus un plaisir. C'était, je me mets dans le nez tout ce qui passe. Donc ça, c'est très bien. Je n'ai plus eu j'ai pas été ivre depuis très longtemps. Je n'y pense plus. Ça occupe une place bien moindre dans ma vie, dans ma tête, je me sens à l'aise, je suis je te redis, je ne suis pas je crois qu'il faut être méfiant, je ne dirais pas que j'ai une relation, peut-être comme toi tu aurais une relation avec l'alcool, quand même pas, mais franchement je suis ça ne se présente plus pour moi. Ça ne te dévore plus. Non, plus du tout, ça n'a pas du tout une place Tu n'as jamais dit dans cet entretien une seule fois le mot d'alcoolique ou d'ancien alcoolique ou d'alcoolisme. Je l'ai senti parce que c'est moi qui, au milieu de l'entretien, a dit alcoolisme et j'ai comme senti une vibration où je me suis dit, attends, est-ce que j'ai le droit de le nommer ainsi ? Parce que tu m'avais pas donné ce droit. Détail après, ça, ou pas détail ? Non, je crois qu'il y a des enjeux autour de l'étiquetage, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a des enjeux importants. Après... Tu te considères ancienne alcoolique ? Alors, le mot m'embête un peu, mais je crois que c'est quand même la vérité, tu vois. Mais c'est vrai que, bon, comme je te dis, c'est une étiquette comme pour d'autres choses, plein d'autres choses. Y a ce mot-là, les gens en ont, eux, une représentation, et toi, tu vas être enfermé là-dedans. Il y a X mille formes d'alcoolisme, mais c'est vrai que c'en était, je crois, oui, je crois que Mais oui, t'as raison, ça a du mal à sortir, mais oui, je suis et je reste, en tout cas, alcoolique dans ce sens-là que j'ai expliqué, tu vois. Mais l'étiquette te dessert. Elle enferme, elle est honteuse. Je crois qu'on retombe sur ce dont on parlait, tu vois, l'histoire de l'imaginaire social que ça véhicule. Donc voilà, après... Et puis, oui, non, pour être plus honnête, en fait, même moi-même, dans ma tête, quelque part dans ma tête, un alcoolique, c'est quelqu'un qui a le nez tout rouge et qui, tu vois, qui boit 5 litres de vin tous les jours. Ça n'était pas mon cas. Et pourtant, très clairement, oui, j'étais alcoolique d'une autre manière, mais donc voilà, j'ai quand même aussi un peu ce truc de non, je ne suis pas vraiment alcoolique. En fait, si. Si, donc tu peux l'utiliser. Mais c'est vrai que je ne me présente pas comme tel. Donc tu vois, j'ai peut-être pas tout à fait le tour de la honte et de toute cette problématique aussi. Hein. Ton mot de la fin, Frédéric ? Si t'en as un qui te vient. Non, écoute, merci tout d'abord. Hein. Et puis par rapport à l'analyse, non, je dirais, mais je pense qu'on l'a compris. À travers l'entretien, c'est que ça a été et c'est toujours pour moi quelque chose de très précieux, d'unique, et je crois que oui, ces moments aussi privilégiés, tu disais, où on peut parler, où on est écouté, se font de plus en plus rares dans nos sociétés, et donc j'espère que cet espace-là et ce qu'on y fait perdurera longtemps. Voilà Guillaume. Merci Frédéric. Je te remercie. Frédéric, du coup, on était en train de débriefer l'entretien
Et je me dis, tiens, est-ce qu'il y avait d'autres nœuds de ta psychanalyse? Parce qu'on a parlé principalement de l'alcoolisme. Et là, tu me dis oui. Et je me dis, bah zut. Et on décide de rajouter. Est-ce que tu peux me raconter cet autre nœud, l'autre nœud que tu as travaillé en psychanalyse? Oui, alors il y en a eu plusieurs quand même, effectivement, hein, au cours de tellement d'années et tellement de séances. Un gros nœud quand même aussi qui me vient à l'esprit, c'est la relation. Enfin, j'ai exploré là aussi et puis mis à plat un petit peu la relation que j'avais avec mon frère. Donc, faut que je rentre un peu peut-être dans le détail. Donc, je resitue. Je suis à Bogota. Je suis en analyse. J'ai un frère. Enfin, j'ai 2 frères en fait. Mais là, je parle donc de mon frère aîné qui a 2 ans de plus que moi. Toi, tu es au milieu? France. Moi, je suis au milieu. Oui. Il est en France et il est très malade. Du sida. Enfin, voilà. Et donc, c'est un jeune homme. Il a une 30aine d'années. Et bon, à cette époque, il n'y avait pas encore... les traitements n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, clairement, il était condamné à terme, hein, quand même. Et donc, ça a été quelque chose de très... je veux dire, quand bien même on était éloignés de par la distance, cette question a été quand même forte pour moi. Quelle question? De la mort, déjà, sa maladie, la mort qui arrivait, etc. Et du coup, j'en suis venue aussi à explorer la relation que j'avais eue avec... Enfin, que j'avais, je peux pas dire que j'avais eu, mais que j'avais avec mon frère. Et là est apparu, et c'est pour ça que je crois que je fais le lien avec le fait, comment dire, qu'il allait mourir à brève ou à terme. C'est que donc mon frère était homosexuel. Comme je te l'ai dit, on avait 2 ans d'écart. Donc on était très proches, enfants, tous mes jeux, tous mes souvenirs d'enfance, c'est lui, c'est avec lui. Et mon frère était, comment dire, même enfant, très efféminé, très un peu précieux, un petit peu délicat, enfin même pas un petit peu, carrément. Et moi je l'adorais, on était, je te dis, vraiment très proches, mais en même temps, même assez vite. Et d'ailleurs, pardon, ça me fait faire un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais je termine juste. Eh bien, j'ai eu du mal, hein, comme sœur, donc j'étais la sœur cadette, hein, il avait 2 ans de plus que moi. J'ai eu du mal avec ça. Avec quoi? Avec cette... alors, j'allais dire cette homosexualité, mais comme enfant, pour moi, c'était pas de l'homosexualité, mais c'était... La représentation sociale de, voilà, de son genre. Exactement. Il était trop efféminé, c'était pas... pour un garçon. Exact. Moi, je voulais... alors, je vais dire quelque chose de complètement caricatural, mais ça se présentait vraiment comme ça pour moi à l'époque. J'avais besoin, c'était d'un grand frère qui soit costaud, viril. Enfin, tu vois, c'est... J'ai conscience que ce sont des représentations... Enfant, mais enfant, tu te dis ça? Ou... Tu te dis, je me dis j'aimerais... pas comme ça. Mm-hmm. Mais par contre, enfant, déjà, je le... Tu le conçois? Non. Tu le ressens? Je lui exprime à lui, et sur le mode pas sympa. Sur le mode tu n'es pas... Enfin, je me moque de lui. Puis tu vois, à partir de 10-11 ans, mon frère entre au collège. Donc t'es à la puberté, tu vois ce que ça peut être un enfant, un garçon très efféminé dans une cour de collège. On se moque de lui, il se fait rabrouer là-dessus. Et moi, j'en rajoute des tonnes derrière. D'accord? Pour être clair, je vais le dire un peu brutalement, mais c'était ça. J'ai commencé à le traiter de pédé à longueur de journée. Bon, avec ce terme-là. Et ça, c'est réapparu donc dans mon analyse. Parce que, si tu veux, je sais pas, c'est curieux, mais pendant toute cette période qui a duré longtemps, même adolescent, si tu veux, jusqu'au moment où j'ai su, où mon frère m'a dit « je suis homosexuel », là, j'ai arrêté et j'ai eu comme un soulagement et je me suis dit « ah bah il est homo, c'est bien », et ça a été terminé. Mais pendant toute la période qui a précédé, je l'ai maltraité, quoi. Tu vois, et pourtant, je te dis, parallèlement... paradoxalement, on s'adorait, on était tout le temps ensemble, enfin voilà. Bon. Du coup, ce qui est apparu en psychanalyse,
c'est face au diagnostic qu'il te communique, où il te dit qu'il va mourir, où il te dit qu'il Alors je le savais avant d'entrer en analyse. Je le savais avant d'entrer en analyse. Quand j'entre en analyse, il est malade depuis quand même. Attends, 99. Moi j'ai quoi, 27, 28 ans. Il est quand même malade depuis 5-6 ans. Alors quand tu dis malade, une personne porteuse du VIH n'est pas forcément malade. Donc tu c'est quoi? C'est qu'il avait il avait des problèmes de santé en plus du virus du VIH, ou causés par le virus du VIH. À l'époque où moi j'arrive en Colombie, il travaille encore, et tu vois, il est quand même encore, on va dire, valide, mais quand même régulièrement, il prend des tonnes de médicaments, il y a des effets secondaires, voilà, sa santé. On est en quelle année? Eh bien, 2000 par là. Donc mon frère a été malade dans les années 90, quoi. A attrapé le sida dans les années 90. Et donc là, il est encore, si tu veux... Mais tout au cours de mon analyse, pour le dire clairement, il va avoir de plus en plus de difficultés, il ne pourra plus travailler, il va devoir être alité à la maison, ma mère va le reprendre en charge, un petit peu comme à la fin, presque comme un enfant, elle devait le laver, etc. Et puis il va mourir. Il va mourir, alors que moi je suis encore à Bogota en thérapie et tout ça, voilà. Mais si tu veux, ce qui apparaît dans l'analyse, c'est plutôt en fait la culpabilité. Je commence à me rendre compte de ce truc complètement que je ne comprends pas. Mais j'ai passé mon adolescence à maltraiter ce frère que j'aime, qui par ailleurs va mourir du sida entre guillemets parce que, mais étant homosexuel, enfin tu vois le lien aussi entre tout ça. Et ça apparaît dans mes séances. Tu sous-entends là quelque chose à dire. Tu te sentais homophobe, tu te sentais dire, puisqu'il est homosexuel et que c'est mal, il a eu cette maladie? Pas du tout. Ok, j'ai mal compris. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu voulais sous-entendre? Ce que je veux dire, c'est que il est malade. Il est malade du sida parce qu'il est homosexuel. Mais en fait, c'est bête de le dire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un lien, notamment à l'époque, entre le fait que le c'est un lien. sida est une maladie qui est quand même plus prégnante dans la population homosexuelle. Mais c'est pas du tout. Là, je suis pas du tout dans une idée de punition ou de choses comme ça, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui l'ai traité justement d'homo, de PD, etc. pendant toute l'enfance, l'adolescence, il attrape cette maladie dont je sais qu'il va mourir, et parce que, entre guillemets, ou en tout cas, ça a un rapport avec le fait qu'il soit homosexuel. Donc tout ça, ça fait beaucoup de... Je crois que ça se mêle en moi et que ça fait une espèce de culpabilité par rapport à... Tu vois que je mets tous ces éléments ensemble. Toi, tu es coupable parce que tu as fait partie des gens qui l'a... Enfin, raconte-moi ta culpabilité, que je comprenne bien. Oui, je m'aperçois... Tu as été méchante avec lui. Ah oui. Et tu te sens coupable de ça? Je trouve ça, mais... C'est immonde, je trouve, c'est bête, je ne suis pas quelqu'un d'homophobe a priori. Et là, si tu veux, là aussi, je retombe sur... c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui s'est passé là? Et ça, tu vois, en analyse, je vais pouvoir l'explorer autrement que juste de rester là à me dire oui, bon, j'avais besoin d'un grand frère un peu viril, il n'était pas viril, alors je l'ai traité mal. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert? Écoute, en tout cas, je suis quand même allée explorer cette culpabilité. J'ai découvert que ça avait un lien assez étroit avec, là aussi, mon père, qui avait lui-même du mal, pour le coup, à accepter cette homosexualité. J'ai découvert aussi que ça servait mon côté... comment dire un peu de rivalité fraternelle, c'est-à-dire que ça m'a permis de le rabaisser tout le temps, etc. Et donc moi d'être un petit peu en position dominante, entre guillemets. Je pense aussi que... Juste pour le premier point, si toi aussi tu es homophobe, comme ton père, il t'aimera? Je pense que ça c'est quelque chose de cet ordre, c'est joué. Ça me semble une assez bonne idée. Ouais. Oui. Enfin, de fait, d'ailleurs, je ça comprends. A marché. Ouais.
Ouais. Non, je plaisante, mais oui. Et là, par exemple, tu vois, un effet concret, c'est que de ça, quand c'est apparu sur le divan et que j'ai élaboré un peu tout ça, j'en ai parlé à mon père. Okay. À un moment, je suis revenue sur toute cette période. On lui dit, en lui disant un petit peu ce que je te dis, tu vois, en lui disant, mais tu te rappelles, enfin, que toi aussi, t'as été là-dedans, mais comment t'étais son père, comment tu... Voilà, et mon père a jusqu'au bout été un peu dans le déni, par contre, en disant, mais non, enfin, t'exagères. Mais en tout cas, j'ai pu lui dire, et je pense que ça a été important pour moi, par exemple. Et grâce à la psychanalyse. Je crois. Ouais, ouais. Je crois que sans ça, je serais restée dans cette culpabilité qui n'est peut-être pas tout à fait partie, hein, mais qui était quand même très forte. Et c'est vrai que ça rejoint aussi la honte dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, peut-être, ouais, il y a peut-être un lien là aussi à faire. Ah ben c'est sûr que tout à l'heure tu disais que sous alcool tu te sentais sans faille. Donc pas homophobe, j'imagine, accueillant ton frère. Et tu vois, tu dis homophobe parce que là aussi, on revient sur quel terme mettre sur les choses. Ça te gêne. Mais ça me choque. Mais en même temps, je dois quand même. Enfin, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Et tu vois, ouais, c'est quand même ça. Ouais. Mais ça me appliqué à moi-même, ça me paraît incongru. Alors que, tu vois, c'est vrai que j'ai du mal avec. Ces termes-là, mais... C'est quoi le problème de... Et je pose cette question comme si c'était simple, mais pour toi, c'est quoi le problème d'avoir des failles et d'avoir été homophobe et de ne plus l'être aujourd'hui? Ou de l'être différemment aujourd'hui, enfin que sais-je? C'est quoi le problème d'avoir des failles, d'avoir fait des bêtises? D'avoir dit des bêtises, d'avoir fait des bêtises? Alors, spontanément, je te répondrais... parce que toi tu lis par exemple le fait d'avoir été homophobe comme tu dis, bah le problème c'est que ça a fait du mal à quelqu'un, ça et tu vois vraiment c'est bien après que j'ai plus que compris, j'ai pu peut-être ressentir à travers d'autres témoignages ou simplement en me mettant à sa place de ce que c'était que d'être déjà un enfant homosexuel qui ne le sait pas lui-même, qui se cherche et qui se fait traiter de tous les côtés, c'est vachement dur, quoi. Et en plus, dans sa famille, par sa sœur, je trouve, enfin, ça m'est apparu, pas sur le moment, mais dans l'après-coup, comme quelque chose de... Ouais. Tu vois, ça fait du mal, quoi. Ça, je pense que... Et heureusement, et ça, je crois aussi que peut-être l'analyse a joué pour m'aider à faire ça, c'est que avant qu'il ne meure, j'ai pu aussi lui en parler à lui. De ça. Et m'excuser, tu vois, et lui expliquer un peu, lui dire, écoute, je me rends compte maintenant de tout ça, et puis il m'a entendu, quoi. Et tu vois, j'ai pu avoir ce... Tu lui as demandé pardon? Oui, je me suis excusé, ouais. Et voilà, il a... Je lui ai expliqué un peu, tu vois, ce jeu, entre guillemets, de complicité avec mon père, qui s'est fait sur son dos, finalement. Et je crois qu'il m'a dit qu'il l'avait compris, qu'il ne m'en voulait pas. Bon, après, tu vois, quand même, le mal a été fait. J'ai l'intuition que, du coup, l'enjeu de nos failles, c'est pas... puisque tu reconnais, mais vas-y, tu peux fumer ta cigarette électronique, ça fait un joli bruit ASMR, un peu de froufrou. En fait, quand je t'écoute, j'entends que il y a une part de toi qui a envie de prendre la responsabilité de tes failles. Qu'est-ce que tu as fait en allant, en partie en allant à la rencontre de ton père, à la rencontre de ton frère, et que du coup, ces failles-là, plus tu les honores, plus tu peux mettre des mots, plus tu peux dire j'ai été où je suis alcoolique, j'ai été où je suis homophobe, plus tu peux en prendre la responsabilité et faire le travail pour que ça ne fasse plus mal. Oui, assumer cette du coup, tu devrais avoir... Et je te provoque volontairement, je te gratouille en disant, mais tu devrais du coup encore plus te dire, allez, je dis les mots, comme ça je peux en prendre la responsabilité
Mhm. Et Alors oui et non. Enfin après, moi je me laisse la. Enfin, je crois que chacun a son chemin par rapport à ça. Hein. Après oui, il y a une question autour des étiquettes des mots en eux-mêmes. Je l'entends, c'est vrai. Il y a aussi une question sur est-ce que j'ai été alcoolique ou est-ce que je le suis toujours? Est-ce que j'ai été homophobe ou est-ce que je le suis toujours? Il y a aussi cet enjeu-là. et tu réponds quoi du coup? Je réponds qu'il me faut encore une dizaine d'années sur le divan. Non, je crois. Parce que... Tu as dit tout à l'heure, dans l'entretien, tu as parlé de ta copine. Oui. Et après, hors micro, je sais, mais je sais pas si t'es à l'aise qu'on en parle et je peux couper ce bien passage, sûr. Si tu peux. J'allais y venir. C'est que je ne sais... Non, réel, là je plaisantais un peu, mais je crois pas être... Enfin, je ne suis... Mais tu vois, j'allais dire, je ne suis pas homophobe. En même temps, et aujourd'hui, tu es avec une femme. Tu es avec une femme aujourd'hui. Le terme est tellement réducteur. C'est ça que je veux te dire. C'est-à-dire, quand je dis je ne suis pas homophobe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je mets là derrière? C'est ça qui va... Mais moi, je suis gay, moi, je suis homosexuel et homophobe. Je sens, et raciste, et sérophobe. Sérophobe? Ouais, sérophobe. Eh ben, c'est la peur irrationnelle, automatique, envers des personnes atteintes du VIH. Qui portent le VIH. Ah oui. Sérophobe. D'accord, moi je connaissais pas ce terme. Alors, est-ce que je le suis entièrement et totalement? Non. Je me balade pas tous les jours en me disant, tiens, et est-ce que je le suis volontairement avec toute la malveillance dont je suis capable? Non plus. Mais je vois des automatismes, je vois des pensées, et ben, c'est les miennes, quoi. Et c'est ce qui se passe pour moi. Comment la psychanalyse, toi, t'a aidé sur ce sujet de l'homosexualité? Donc, ce que j'entends, c'est que toi, aujourd'hui, donc tu n'aimes pas les étiquettes, donc je vais te poser une mauvaise question. Aujourd'hui, j'ai entendu que tu avais eu une fille. Tu as toujours été lesbienne? Non, pas du tout. Enfin j'en sais rien, en fait. Question con. J'ai eu un parcours hétérosexuel jusqu'à 40 ans. Donc, tardif. Donc, j'ai une fille qui a 27 ans. J'ai eu ce parcours-là. Et... il se trouve, je le dirais comme ça, que à 40 ans, j'étais célibataire depuis un moment, etc. Je me suis fait, on va dire, un petit peu draguer, entre guillemets, par une fille. Et il se trouve que j'ai rencontré, c'était une femme plutôt, il se trouve que j'ai rencontré une femme et que j'ai eu une vraie aventure, enfin plus qu'une aventure, une relation, c'était pas une aventure, une relation longue avec elle. Et ça s'est pas travaillé pendant ta psychanalyse? Alors, à ce moment, quand je la rencontre, je ne suis plus en psychanalyse. D'accord. C'était en France. Donc, si tu veux, parce que donc après ma psychanalyse à Bogota, tout ça, je suis revenue en France. Et pendant quand même quelques années, je n'ai plus été suivie. Mais du coup, j'essaie de comprendre sur ce nœud autour de ta relation avec ton frère, de son homosexualité, et notamment de son homosexualité. Est-ce qu'à cette époque-là, tu ressens des désirs homosexuels, toi? Est-ce que, sous couvert d'attaquer ton frère, tu ne t'attaques pas toi-même? Bonne question. T'as jamais eu dans tes fantasmes, dans ta psyché, dans ton intime, tu n'as jamais eu d'attirance pour des femmes? Je sais pas trop. C'est-à-dire que ce serait un peu intime d'en parler au micro, mais disons que dans mes rêves, j'avais dans mes rêves nocturnes, je veux dire. J'étais en contact, on va dire, avec des femmes. En tout cas, ne dis pas ce que tu n'as pas envie de dire. Voilà. Mais tu vois ce que j'ai... Mais ça m'est venu après. Si tu veux, pendant toute cette période, je ne me suis jamais dit, je suis moi-même homosexuel, jusqu'à ce que je rencontre cette femme. Tu n'as jamais fait de lien, du coup, le nœud que tu travailles en analyse à Bogota. Voilà, c'est vraiment en lien avec ton frère et son homosexualité, lui, et à aucun moment donné, ça ne parle de toi. Pas du tout. En tout cas, tu fais pas le pont. Pas du tout. Comment la psychanalyse t'a aidé à justement faire ce chemin autour de la culpabilité? On est toujours dans cette chose difficile à raconter qui est l'impact de la psychanalyse. Est-ce que tu te souviens de mots particuliers de ton analyste? Non. Autour de ce sujet? Non, alors là, pour le coup, je pourrais pas j'ai rien qui me revient. D'une anecdote de divan? D'un moment clé? Alors oui. Alors là, j'ai quelque chose qui me revient, mais pour le coup, c'était... Tu vois, tu disais tout à l'heure que tu avais encore un questionnement des années après
au sujet du terme amoureuse, enfin du lapsus que tu as fait. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre autour de mon frère, autour de la culpabilité, etc., que je peux raconter. C'est très précis, c'est une séance très précise. Par contre, je ne suis pas sûre de l'avoir élaborée, je suis pas sûre... Elle m'interroge encore maintenant. Tu veux la raconter ? Je la raconte un peu rapidement. Mon frère meurt, ma mère m'appelle pour me l'annoncer, c'est un samedi. Donc, très vite, je suis dans, il faut que je m'occupe des billets d'avion pour rentrer en France, ok. Donc j'appelle une copine, une très bonne copine à moi pour lui annoncer ça, et je lui dis à cette copine, donc si tu veux, comme j'étais à Bogota, je prenais une semaine pour aller en France, aller à l'enterrement, tout ça. Et donc j'avais une semaine où je n'étais pas sur place. Donc je dis à cette copine qui était en analyse aussi avec la même psy que moi, je pense à lui dire, écoute, je pars demain, en urgence évidemment, tu diras à Tania que je ne viendrai pas toute la semaine prochaine. D'accord ? Et ma copine me dit oui, ok. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de SMS. C'était le week-end, je n'avais pas son numéro personnel, sinon je l'aurais peut-être appelé. Et je me suis dit qu'en France, j'aurais vraiment d'autres soucis que d'appeler mon analyste pour lui dire, bon, ok, je pars en France, je reviens, et arrive le jour où je dois reprendre, donc après cette semaine de délai, je reprends ma séance. J'arrive, je toque à la porte, elle m'ouvre, et là, elle reste debout dans l'encadrement, ce qui était déjà rare. Et elle me dit, vous êtes venu, vous êtes là. Je lui dis, oui, c'est ma séance. Oui, mais vous n'êtes pas venu la semaine dernière. Et je lui dis, non, Fabienne a dû vous dire. Et là, elle me dit, non. Donc je comprends que ma copine, en fait, a oublié ou n'a pas voulu la prévenir. Donc ma psy, pendant une semaine, donc j'avais 3 séances par semaine, m'a attendu, Et là, je lui dis, écoutez, je suis désolée, mon frère est mort. J'ai dû rentrer en France. Et là, tu vois, je m'attendais à toutes mes condoléances, ou je sais pas, un truc un peu. Et pas du tout. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, elle me dit, oui, mais vous auriez pu m'appeler. Là, je lui dis, écoutez, je l'ai dit à Fabienne, elle a oublié, Et elle insiste. Tu vois. Et là, j'étais un peu... Tu vois, j'étais pas bien, évidemment, mais toi, à ma place, j'avais vécu tout ça. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'elle m'embrouille ? Oui, je suis pas venue, mais mon frère est mort, quoi, merde. Et elle insiste, et donc là, je lui dis, écoutez, oui, bref. Tu vois, donc déjà, ce truc-là, je m'allonge, on fait la séance. Alors, j'ai quand même un doute, est-ce que c'était vraiment cette séance-là ou celle d'après ? Mais en tout cas, c'était très, très proche de la mort de mon frère. Et je ne sais plus, donc je parlais de l'enterrement, de tout ça, de tout ce que ça me faisait. Et là, elle me dit cette phrase qui est très claire dans ma tête, je n'invente pas. Elle me dit, mais ça fait longtemps que vous l'avez tué. Et elle me vire. La séance se termine là-dessus. Et là, et là, je me dis, mais j'ai un choc, quoi. J'ai trouvé ça violent. De me le dire comme ça. Et j'étais en colère. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette conne ? Mais, tu vois, je sais pas comment te dire, j'ai été tentée de rejeter en bloc, en disant, mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle vient me dire ? Puis en même temps, j'avais quand même quelques années de pratique derrière moi. Je me suis dit, laisse résonner ce truc en toi. C'est brutalement dit, mais comme ils savent parfois le faire, tu vois, pour justement être dans ce choc. Mais si tu veux, non, j'étais quand même un peu dans... Je me suis dit, elle est chiée, quoi. Tu vois, mon frère vient à peine de mourir, je trouvais que c'était dur, un peu violent, quoi. Mais bon. Et j'ai passé outre, si tu veux, mais je crois quand même que, tu vois, tu disais, toi, sur le terme amoureuse qui revient te titiller, dont tu sais pas trop. Là, moi, ce mot-là, cette expression-là. Alors, tu vois, j'ai quand même eu, j'ai fait des interprétations, des associations, etc. Je n'arrive plus à me souvenir si j'en ai reparlé avec elle, par contre. Donc, je crois que non. Mais, tu vois, ça fait écho pour moi quand même, pour le dire rapidement, dans mon interprétation avec ce que je te disais tout à l'heure, sur tout ce qui a été symboliquement, j'ai essayé de tuer mon frère ou l'homosexuel dans mon frère, enfin un petit peu ces associations-là.
Mais voilà, je reste quand même, alors que ma psy n'était pas brutale, tu vois, c'était vraiment la seule fois, je crois, en tout cas celle qui m'est restée d'un truc un peu hard, quoi, enfin. Ouais. Un peu trop, parce que des choses hard, il y en a en thérapie, mais... Et tu te souviens pas l'avoir confronté en lui disant... Non, je crois que non. Là, tu t'es un peu emballée, ma cocotte. Je crois que j'ai pas osé. Ouais. Ou bien j'ai zappé, je suis passée à autre chose, mais je crois pas. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Je ressens comme un besoin de complémenter ce que j'ai dit avant, qui est... moi, je crois que j'ai envie d'assumer mes failles d'enfant, mes failles d'adolescent, donc les bêtises, les erreurs, et à la fois de prendre la juste responsabilité de ces failles. Et je crois que la juste responsabilité, ça veut dire, c'est quand même un peu compliqué d'exiger de l'enfant, Frédéric, d'être en capacité de comprendre l'homophobie de la société, qui a bourré le crâne de son père, qui nanani, et d'être en capacité de dire... Hein, et en fait, il y a exactement, le système... La problématique de l'enfant Frédéric aussi, qui vient se rajouter. Tu as raison. Enfin, le système... on est dans un système profondément homophobe. Enfin, c'est-à-dire, automatiquement, être homosexuel, c'est non. Spécialement dans les années 80. Et ça, c'est pas Frédéric. Donc, je crois que j'ai envie de nuancer, ou en tout cas d'apporter ça, c'est voir nos failles, voir les bêtises qu'on a fait, et puis après les mettre au sein du système et en tirer la juste responsabilité. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains mots ne résonnent pas pour toi. Peut-être qu'ils ne disent pas assez bien. Tu vois, peut-être qu'ils enferment, et donc de dire homophobe comme ça, en fait, c'est un couperet qui taille au milieu, mais en fait, du coup, non. Exactement. C'est trop parle pas bien. Univoque, en fait. C'est trop poum. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, tu parles de responsabilité. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois quand même que l'analyse, elle m'a permis de, comme tu dis, de faire la part des choses entre ce qui était... Ce que je vivais comme effectivement une culpabilité écrasante, dégueulasse, d'avoir été vraiment presque complice de... Bon, voilà. Et je crois que par l'analyse, j'ai quand même pu... là aussi me décaler, en tout cas faire la part des choses, aussi de cet enfant, cette petite gamine qui a eu besoin, ou qui a utilisé ce truc, comme tu dis aussi, qui est social, qui est présent dans l'air ambiant, d'homophobie, pour jouer ses propres défenses. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça permet aussi de se pardonner, et puis je rebondis sur ton terme de responsabilité, c'est-à-dire d'assumer la responsabilité qui est que, oui, j'ai quand même dit ça à mon frère pendant longtemps, et je le regrette, et si c'était à refaire, si je pouvais, je ne le referais pas comme ça. Donc ça, je l'assume, parce que tout simplement, ça a été, mais aussi quand même de faire la part des choses avec une responsabilité quelque chose qui vient jouer comme tu dis, un peu un système, une mécanique qui se met en route, qui aboutit à ça, mais qui n'est pas proprement dite j'ai été le jouet aussi de quelque chose. L'objet de on retrouve ce truc d'être l'objet j'ai servi quelque chose dont je n'étais pas consciente. Je crois que ça, la psychanalyse m'a aidé à le voir, et du coup m'a apaisé quand même par rapport à ça, je crois. Ouais. D'autant que mon frère est vraiment mort. Tu vois ce que je veux dire, que dans la réalité, il a payé un certain tribut à tout ça, quoi. Donc ça venait renforcer le caractère très culpabilisant des choses. Donc, il y a quand même un apaisement par rapport à ça, et je crois que ça vient de l'analyse. Ouais. Parce que toi, l'histoire qui est dans ta tête, c'est que tu as participé à sa mort ? Oui. C'est quoi le rationnel ? Je comprends pas. Alors, il a reçu de l'homophobie. Il y en a peut-être pas. D'accord. Si Non. Il y a une logique. La logique que j'ai découverte sur le divan, qui n'est pas, donc, du coup... mais c'est en gros...
j'ai besoin pour X raisons, de traiter mon frère de tous les noms, et notamment de PD, de machin, de le rabrouer par rapport à ça, de m'imposer moi d'être le mec de la famille, tout ce que tu veux. Bon, n'empêche que dans les faits, ça revient à l'enfoncer par rapport à... Hein. Or, donc je le blesse mortellement, même si je ne suis pas la seule, mais j'en rajoute. Je suis quand même sa sœur, je suis quand même... Et puis je te dis, c'était pas juste une fois de temps en temps, j'ai vraiment l'impression... Bon. Et il meurt en tant qu'homosexuel, entre guillemets, du sida. Ouais. Donc je suis complice. Oui, il y a quelque chose... Je crois que je l'ai vécu En quoi que dit ton cerveau quand je lui demande, que dit cette histoire irrationnelle dans laquelle tu es prise, que dit-elle quand je dis comment, selon toi, excuse-moi, il a attrapé le VIH parce que écrasé par cette homophobie ambiante auquel tu as participé, il a eu un rapport sexuel non protégé. On était à l'époque où on savait ce que c'était le VIH ? On est dans les années 80. Je ne veux pas rentrer dans les détails. On est dans les années 90, plutôt. Oui, donc à cette époque-là, il pouvait se protéger ou pas. Oui. Et selon toi, il a décidé de ne pas se protéger. Alors, je ne peux pas aller jusque-là. C'est pas non, c'est même pas... Comment dire ? Là, tu es sur un truc trop rationnel, justement. Mais je te suis. C'est-à-dire si tu portes une culpabilité, je l'enquête. Oui, mais je pense que la logique inconsciente, elle est différente de la logique... A, B, C, D. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr que ce que je te dis là n'est pas rationnel, mais j'ai l'impression que ça a joué comme ça pour moi. C'est ça. Et aujourd'hui, tu la crois encore, cette logique de ton inconscient, cette logique ? Je crois que je m'en suis un petit peu soulagée. C'est pas que je la crois, je sais qu'elle a été effective, qu'elle a joué pour moi. Ouais. Et je pense que je ressens moins de culpabilité. Donc je pense que j'ai réussi, si on peut parler de réussite, mais que j'ai desserré un peu cet mais pas étau-là. Totalement. Peut-être pas totalement. Ouais. Parce que, tu vois, je reviens. Tu me disais, effectivement, je vis, donc j'ai eu une relation longue avec une femme. On s'est séparés. En fait, c'est là que je suis il y a 2 ans, et c'est là que je rentre en analyse à nouveau. Puis je rencontre quelqu'un d'autre, une autre femme avec qui je suis actuellement, ma copine actuelle, depuis depuis un petit moment aussi. Et ça le fait très bien, ça me va très bien. Et pourtant, par exemple, dans ma tête, je sais pas comment dire ça, on revient sur, c'est marrant, t'as mis le doigt sur quelque chose, on revient sur ces histoires d'étiquettes, je ne dirais pas de moi que je suis homosexuel. Alors que, tu vois, mais je ne dirais plus que je suis hétérosexuel non plus. Tu vois, je suis un peu Et tu as déjà ambigu, hein. Tu as déjà, toi, expérimenté l'homophobie ? Non, pas du tout. Non. Mais tu devrais peut-être pour voir si ça tue. Ouais. Comment ça tue, hein. Je sous-entends pas du tout. Mais en tout cas, moi, dans mon cœur... j'en rigole aussi, je sais bien... Moi, dans mon cœur, l'histoire que tu me proposes ici me semble injuste. Mais c'est bizarre que je prenne peut-être je devrais pas du tout. Non, je pense que peut-être vas-y, ouais. Je pense de mon rôle d'intervieweur. Je sais pas, je trouve que c'est injuste pour toi. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible de tuer quelqu'un en l'insultant. Oui. C'est possible qu'il meure. C'est possible que, à force d'insultes, c'est possible que l'insulte ait un impact. Je dis pas du tout que tu n'as pas été homophobe. Tu vois, je crois que je suis assez pointu et d'ailleurs de façon assez brutale. Oui, c'est de l'homophobie. Après, tu peux tourner autour du pot autant que tu veux. Moi, j'en ai vécu. Quelqu'un de pédé à longueur de journée, c'est de l'homophobie. On est bien d'accord. De là à aller à du coup, je l'ai tué. En fait, je trouve ça injuste et du coup, j'entends. Et c'est là où la psychanalyse joue, tu le dis très bien, oui, c'est irrationnel, et ça joue encore. Tu dis, j'ai un peu desserré, donc ça joue encore, et du coup, en avant. Enfin, j'ai envie de... Mais tu vois, ce que, vraiment, et ça, c'est un truc je trouve que c'est un acquis de la psychanalyse important,
C'est justement cette différence entre deux. Il y a des logiques différentes en nous. Un enfant dont le parent meurt, un jeune enfant dont le parent meurt dans un accident de la route n'est évidemment aucunement responsable, en aucun cas, de rien. Et pourtant, très probablement, il va le vivre inconsciemment comme quelque chose dans lequel lui-même a une part de responsabilité et peut-être il va en culpabiliser. Tu vois, on est plutôt dans ces logiques-là. Et justement, la psychanalyse... Enfin, moi, en l'occurrence, pour revenir à ce que tu dis, la psychanalyse m'a aidé à démêler ça, justement. Et du coup, je crois, à m'en défaire. Maintenant, autour du nœud, parce que c'est vrai que c'est un nœud dans ma vie aussi, c'est l'homosexualité, finalement. Celle de mon frère, la mienne maintenant. Je n'ai pas encore... je pense que ça, par exemple, ça peut être un nœud à venir dans mon analyse... qui est en train de se faire. Je l'ai jamais vraiment abordé. Après, je ne le vis pas non plus ni comme une souffrance, ni comme un problème. Donc, je crois que c'est pour ça que c'est jamais venu non plus sur le tapis, mais sur le divan. Sur le divan. Mais c'est vrai que ça m'interroge quand même. Ça marche. Voilà. Merci. Merci à toi, Guillaume. Et c'est la fin de cet épisode. Si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, je vous invite à découvrir mes autres podcasts sur l'intime dans le descriptif de cet épisode. Si vous avez des questions, des idées, des commentaires ou l'envie de témoigner, mon email c'est guillaumefaidespodcasts@gmail.com. Je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.